Allez, c'est parti, on y va. Bonsoir à tous. C'est la première conférence où je ne commencerai pas en disant bonsoir à tous, parce que il y a que des hommes a priori derrière la caméra, et j'en suis à la fois fort content et fort frustré parce que ça fait bizarre aussi de lancer une conférence discriminante. C'est ce que je me suis laissé dire deux trois fois sur Facebook et c'est à moitié OK pour moi. L'idée, ce serait de pouvoir ensemble comprendre pourquoi est-ce que le public de cette conférence, j'ai choisi qu'il soit exclusivement masculin et c'est ce que j'ai envie de vous expliquer tout au long de cette conf. Alors, cette conf, elle est aussi une conf de préparation du groupe de parole, du cercle de parole que je mets en place cette année que je mets en place initialement sur Grenoble. Mais les causes Covid-19, couvre-feu, etc., etc., il y a des grandes chances que les cercles de parole aient lieu plutôt sur Zoom. Je vous en parlerai à la fin de la conférence. Alors, je vais quand même vite fait me présenter. Patrick Sorel, du coup, moi je suis prof de philo à la base. Pendant une quinzaine d'années, j'ai été prof en lycée et j'ai démissionné l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, parce que j'avais déjà commencé à mettre en place plusieurs choses qui étaient moins compatibles avec l'enseignement dans le public. Donc déjà, j'avais créé avec d'autres personnes une école démocratique dont je suis actuellement aussi directeur. Et puis, j'avais lancé une activité en philothérapie, donc une activité en accompagnement des gens par la philosophie. Et voilà, les choses, en, en- on finit par faire que c'est devenu plus possible d'assumer ma fonction de prof. Et donc, voilà. Je suis aussi auteur de plusieurs ouvrages sur l'expérience de la liberté et puis en ce moment d'un roman, mon premier roman qui parle des dauphins et de l'expérience de John Lilly avec les dauphins. Je suis facilitateur en respiration profonde, respiration de type holotropie et je propose des stages avec ma compagne Sophie autour de la respiration et des constellations. Voilà en gros ce que je peux vous dire. Ce soir, la conférence, on va la faire en 4 étapes. L'idée, c'est donc les 5 ressources du masculin sacré. Et donc, il y a plein de choses qui s'orientent autour de ça. Il y a déjà l'idée des 5 blessures. C'est la thématique originelle sur laquelle j'avais envie de travailler avec le cercle de parole cette année. Les 5 blessures de Lise Bourbeau, dont je vais vous parler un peu. Et puis, il y a aussi l'idée d'articuler ça autour de la notion de masculin sacré. Et en premier lieu, j'ai envie du coup de vous parler du masculin sacré et de son rapport avec ce qu'on appelle le yang, le yin, le yang. Ce sera donc la première étape. On va voir les autres un peu plus tard. Donc, on a tendance à confondre masculin sacré et yang en disant travailler sur son masculin sacré, c'est travailler sur son yang, travailler sur son féminin sacré, c'est travailler sur son yin. Mais je peux pas faire rentrer les gens, c'est triste, mais ceux qui arrivent sont bloqués parce que tant que j'ai mon écran, je ne peux pas les faire rentrer. C'est pas grave, on va rester comme ça. Et, j'ai envie de vous montrer ce soir que le masculin sacré, c'est pas tout à fait le yang, même si ça s'articule sur un bon équilibre du yang et du yin. Alors, j'enfonce des portes ouvertes. Si jamais je vais trop vite, vous me le dites parce que je pense que c'est dans notre culture occidentale moderne quelque chose qui est maintenant assez bien accepté. Mais dites-moi si jamais c'est quand même trop rapide dans la cosmogonie chinoise et taoïste, le yin et le yang, c'est les deux polarités qui sont présentes à la fois chez l'homme et chez la femme. Donc, on n'ira pas dire que l'homme est yang et que la femme est yin, mais on dira que la coloration que prend le yin et le yang chez l'homme et chez la femme sont un peu différentes. On va essayer de voir dans quelle proportion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la polarité yin, donc la polarité féminine au sein de la femme ou au sein de l'homme, c'est une polarité qui est vraiment liée à la réceptivité. Elle est liée au fait à la capacité à accueillir.
elle est liée au niveau de la direction de l'extérieur vers l'intérieur. Elle est liée au niveau astral à la Lune. D'ailleurs, la Lune, c'est aussi l'appellation du cycle féminin en 28 jours. Donc on appelle ça aussi le cycle lunaire. D'où l'idée d'avoir ces lunes aussi quand on parle aussi d'avoir ces règles. Donc cette polarité yin, elle est liée aussi à la fraîcheur, elle peut être liée à l'obscurité dans certaines traditions. C'est pour moi l'idée principale, c'est mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, capacité à accueillir. Et puis la polarité yang, celle qu'on a tendance du coup à associer à l'homme, parce qu'en réalité elle est associée au masculin, la part masculine dans l'homme ou dans la femme, c'est le sens inverse, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, c'est émissivité, c'est la capacité à agir, c'est la capacité à créer quelque chose à l'extérieur de soi, et donc c'est lié au rayonnement solaire. Donc, on parle du rayonnement qui vient de l'intérieur et qui va vers l'extérieur, et à la chaleur. Là, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on connaît quand même pas mal. Je vais un peu plus loin en vous montrant que si on avait à détailler un petit peu, je vais bouger mon écran. Voilà. Si on avait à détailler un petit peu, on dirait que la polarité yang, donc le travail sur le masculin en chacun de nous, elle a sept directions possibles. Donc, vous les lisez en même temps que vous m'écoutez. Et donc, je ne vais pas faire que relire mes slides. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais en gros, ce que je vous ai mis ce que je vous ai souligné, c'est ces sept directions qui sont la propulsion. Donc ça, c'est vraiment la capacité à émettre quelque chose et à le sortir de soi, à l'expulser, à l'expirer. Si vous avez suivi peut-être ma conférence de décembre, vous avez remarqué que dans le cycle respiratoire, il y a l'inspiration, qui est donc le mouvement féminin, le fait d'accueillir en soi quelque chose qui nous est étranger. J'inspire mon air. Et puis ensuite, il y a la rétention haute, cet instant de suspension. Ensuite, il y a l'expiration, où je vais rendre, je vais donner, je vais parfois même abandonner, pardonner. Tout ça, c'est intérieur vers extérieur. Et donc, c'est quelque chose de yang. Et puis ensuite, il y a la rétention basse qui est l'apnée basse après la fin de l'expiration. Donc, propulsion, il y a aussi ce pouvoir de décision, cette capacité à juger et à décider. Il y a le pouvoir de transformation. Transformation, c'est faire passer une forme à une autre forme, donc moteur d'évolution. Il y a le pouvoir de répulsion qui est assez intéressante. Et vous voyez bien, évidemment, qu'une femme qui n'a pas ce pouvoir de répulsion ou une femme à qui on a interdit peut-être de mettre en pratique ce pouvoir de répulsion, qui consiste à dire non, ça, j'en veux pas, pose mes limites, ça, c'est pas OK pour moi, ben, c'est une femme qui va être perméable et du coup qui va permettre beaucoup de choses qui sont de l'environnement et qui vont arriver vers elle. Donc le pouvoir de répulsion, c'est vraiment le fait de pouvoir éjecter de soi ce qui n'est pas OK et de dire non. Encore une fois, j'insiste lourdement, c'est quelque chose qui n'est pas typiquement masculin au sens homme, mais qui est masculin au sens pôle. C'est la partie yang de nous. Il y a le pouvoir de protection, protection de soi-même et protection des autres, protection qu'on offre à l'autre. On voit bien que le pouvoir de protection, c'est un des pouvoirs aussi de la maman par rapport à son enfant, ou de la louve par rapport à son louveteau. J'insiste encore une fois pour dire que ce n'est pas réservé à l'homme. Il y a le pouvoir de désirer. Pouvoir donc, étymologiquement, le désir, c'est l'attraction vers l'étoile qui est éloignée de nous et qui vraiment nous attire. Donc, il y a le pouvoir de désirer quelque chose et d'aller vers l'objet de son désir. Et puis, il y a le pouvoir de maîtrise. Qui dit maîtrise ne dit pas contrôle. L'idée, ce n'est pas de vouloir contrôler absolument, c'est de ne pas se mettre dans une discipline. C'est le fait d'être maître, c'est le fait de pouvoir respirer quelque chose que l'on va pouvoir ensuite rayonner, que l'on va pouvoir émettre autour de soi. Donc, cette maîtrise-là, c'est effectivement une partie du yang. Alors, si je passe au yin, encore une fois, qui est aussi bien chez l'homme que chez la femme, ça dépend comment est-ce qu'il est cultivé. Bon, le yin, c'est donc, encore une fois, sept caractéristiques: écoute, empathie, soin, intuition, jouissance de la vie, attraction et créativité. Je vous le fais en sens inverse pour m'amuser un peu.
je ne vois pas comment je pourrais devenir maître, donc capacité yang, dans un domaine, quel qu'il soit, si je ne me laisse pas traverser par quelque chose qui me dépasse de beaucoup et si je ne me laisse pas inspirer par cette chose. Et du coup, la créativité, qui est la capacité à accepter de se laisser traverser par quelque chose qui ne vient peut-être pas de moi, mais qui, une fois qu'il m'aura traversé, pourra sortir dans ma maîtrise, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est yin et qui nous montre que dans un être humain complet, homme ou femme, il n'y a pas de maîtrise sans créativité, sans capacité à se laisser traverser. Il n'y a pas de yang accompli sans yin accompli. L'inverse, évidemment, existe aussi. C'est-à-dire qu'une fois que je me suis laissé traverser, l'aboutissement, c'est de créer et d'imposer une forme à la matière, de transformer la matière. Et ça, c'est l'aspect yang de la créativité. Donc, pouvoir de créativité qui est féminin, mais qui au final devient quelque chose de masculin. Pouvoir d'attraction, voire parfois de séduction, pouvoir de magnétisme, d'attirer à soi l'objet de ses désirs, pouvoir de jouissance, c'est-à-dire vraiment prendre plaisir sensuellement à ce que le corps peut ressentir. Là, vous voyez bien que c'est du yin, puisque ce soit un plaisir tactile lié à la caresse, que ce soit un plaisir gustatif lié à quelque chose que je mets dans ma bouche, un plaisir auditif lié à la musique que j'entends. Il y a vraiment quelque chose de l'accueil en soi, de quelque chose qui est étranger à soi à la base. Et ça, cette capacité à jouir de la vie, c'est vraiment quelque chose qui est yin. Il y a l'intuition, ce qu'on appelle aussi le sixième sens, et on a souvent dit que c'était le sixième sens, le fameux sixième sens féminin, qui, a priori, vous me direz ce que vous en pensez, est aussi présent chez l'homme que chez la femme, si jamais je veux bien accueillir cette capacité que j'ai à ressentir de manière subtile ce qui se passe autour de moi. Il y a aussi la capacité à soigner. Donc, soigner, avant tout, c'est prendre soin. Donc, c'est vraiment lié aussi à cette empathie qui consiste à accueillir l'autre en soi pour pouvoir l'accompagner dans sa démarche. Et puis, il y a l'écoute, cette fameuse écoute qui n'est pas une écoute rationnelle, mais une écoute émotionnelle, avec le cœur, avec le respect de l'autre, avec la bienveillance. Donc, voilà la polarité que moi, je pourrais appeler yin. Vous voyez que ça en fait pas mal quand même des choses à travailler. Et donc, imaginons que en fractal, je passe de cette idée que le yin et le yang sont présents en chacun de nous, homme comme femme, et puis j'en arrive à cette idée qui m'a aussi été un petit peu reprochée quand j'ai mis en place cette conférence. J'ai eu des commentaires sur Facebook, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui disaient encore une conférence sur la puissance virile, la puissance masculine, voire masculiniste, au détriment des femmes. Et quand je disais ça, je disais waouh, ok. Donc, en fait, là, celui qui parle, il est dans cette idée que la femme, c'est le travail du yin, l'homme, c'est le travail du yang, et donc, je vais amener les hommes avec qui j'ai envie de travailler vers leur yang, vers le plein accomplissement de leur yang. Et ce n'est pas exactement le cas, pour être sincère avec vous. Parce que pour moi, un homme qui serait dans le surdéveloppement de son yang, c'est, vous voyez ma slide, c'est un homme qui serait en train d'essayer d'écraser en lui la partie yin. Et là, on voit bien que dans le symbole chinois du yin et du yang, je vous le refais si vous vouliez le voir comme au départ, mais vous le connaissez bien. Ce qui est intéressant, c'est que la partie yang contient en elle aussi une partie yin, évidemment, et puis que la partie yang, quand on regarde ça comme ça, elle a vraiment une forte envie d'aller pénétrer la partie yin, qui a elle-même une forte envie d'aller pénétrer la partie yang, et ça fait une espèce de tourbillon comme ça, cyclique, qui est assez intéressant, qui met du dynamisme dans cette chose-là. Donc, si je m'imagine comme homme, uniquement yang, et que j'écrase en moi le côté yin, ben, je deviens vraiment quelqu'un qui fait de la virilité l'aboutissement ultime. Un vrai homme, comme j'ai pu entendre aussi dans certains commentaires Facebook, un vrai homme, me disait-on, c'est celui qui fait des rituels, qui fait des etc., etc. Ok, si tu veux. Moi, je ne sais pas ce que c'est un vrai homme au sens viril. Ce que je sais, c'est que l'équilibre du yin et du yang me plaise plus que le fait de développer à tout prix ma virilité. Et c'est la même chose pour une femme qui serait dans le rejet de son yang,
qui serait du coup dans cette coloration de sa personne, vraiment juste pour être dans le yin. Alors, vous savez bien, comme moi, qu'il y a aussi la possibilité opposée. C'est-à-dire une femme qui serait dans un rejet de sa partie yin et donc dans comment on va dire, dans une surexploitation de son yang, vraiment très masculine, très active, voire dans la tentative tout le temps d'imposer quelque chose vers l'extérieur, ou alors un homme qui serait dans la surexploitation de son yin au détriment de sa partie actionnelle, de sa partie yang. On est d'accord, c'est pas non plus ça l'équilibre et que c'est pas vraiment vers ça que moi j'ai envie d'aller. Du coup, quand j'ai réfléchi cette coloration masculine et féminine que j'avais envie de donner au yin et au yang, je me suis imaginé des choses comme ça. Je vous propose, c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation, je me suis dit, et si en fait, une femme, c'était pas une manière d'envisager l'équilibre yin-yang, un homme, une autre manière d'envisager l'équilibre yin-yang, et que du coup, le féminin sacré, ce qui est travaillé dans plein de cercles de parole féminines, sur Grenoble par exemple, j'en connais au moins 4 qui sont très intéressantes, avec les 13 gardiennes ou des choses comme ça. Le féminin sacré, ce serait la capacité de la femme à retrouver cet équilibre yin-yang avec cette coloration féminine qui enveloppe l'équilibre yin-yang. Et le masculin sacré, ce serait la capacité de l'homme à retrouver cet équilibre en lui, cet équilibre yin-yang, cet équilibre qui serait coloré par le fait qu'il est un homme, c'est-à-dire par ce positionnement que peut-être j'appellerais en fractal ce positionnement yang sur l'équilibre yin-yang. Et de l'autre côté, on aurait un positionnement ou une coloration yin d'un équilibre yin-yang. C'est quelque chose avec lequel je ne suis pas encore totalement à l'aise, je vous l'avoue. Dire parfois, quand je posais la question pour m'amuser à des gens, qu'est-ce qui fait qu'un homme est plus un homme qu'une femme et une femme est plus une femme qu'un homme? Et il y en a qui me disaient, c'est parce que l'homme a plus de yang que de yin. Dans la proportion yin et yang, il est plus dans le yang. Et en fait, je ne suis pas d'accord. J'ai pas envie de me dire que j'ai plus de yang. Vous me direz ce que vous en pensez, vraiment. D'ailleurs, j'ai envie de vous laisser la parole quelques instants pour que vous puissiez vous exprimer sur ce point et me dire comment vous considérez-vous l'équilibre yin et yang chez un homme et qu'est-ce qui fait qu'on est homme dans l'équilibre yin et yang. Voilà, j'ai envie de vous laisser quelques instants pour me donner votre avis, si vous avez envie. C'est un... Vous avez aussi la possibilité de ne pas vous exprimer. Ok. Eh bien, si c'est comme ça, je continue. Je ne suis pas sûr de vous laisser à nouveau la place. Attention, l'angle est assez féroce. Euh, En fait, pour moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont là. Ah, c'est peut-être la conversation, en fait, mais je ne peux pas la... Ok, je ne peux pas la mettre. Je suis désolé pour celui ou celle qui a écrit un message. Là où j'en suis, je ne peux pas les lire sur cet ordi-là. Pour moi, cette coloration, elle tient aussi à notre acceptation de nos besoins, de nos blessures, de nos masques. Et c'est là où j'ai envie de vous emmener maintenant, c'est de vous montrer que peut-être parfois, et là je marche sur des œufs, mais vraiment, peut-être parfois, ce qui fait que j'ai du mal à accueillir en moi l'équilibre yin-yang, c'est parce que certaines de mes blessures ont pris une telle place qu'elles ont déséquilibré mes deux polarités, dans un sens ou dans un autre. Et c'est ce que j'ai envie d'essayer de vous expliquer ce soir. Si j'y arrive, je suis content. Du coup, ça m'emmène à vous parler des 5 blessures. Donc, cette catégorisation, comme toutes les catégorisations, je ne l'aime pas, parce que j'ai l'impression qu'on peut la dépasser de 1000 manières. Et en même temps, elle m'aide beaucoup à cheminer avec les personnes que j'accompagne. Et donc, je vous la présente telle qu'elle, en vous disant qu'elle est perfectible. C'est Lise Bourbeau qui a... j'ai oublié une étape, effectivement. Donc, je reviens là.
c'est Lise Bourbeau qui a émis cette catégorisation. Et pour vous la faire comprendre, je vais passer avant par un autre gars que j'aime beaucoup, qui s'appelle donc Albert Schwartz, qui est celui qui a inventé le système familial intérieur, c'est-à-dire la discussion qu'on peut avoir entre nos différentes parts, entre les différentes parts de soi, dans l'idée de pouvoir essayer de les faire collaborer, plutôt que d'avoir tout le temps une bataille intérieure, presque des fois de type schizophrénique, entre une part et l'autre. Pour ceux qui ont vu, ça y est, j'ai mes neurones qui commencent à partir, Split, le magnifique Ah, film ouais. sur cette personne qui a 13 parts et qui prennent chacune la lumière les unes après les autres. Vous savez ce que c'est d'avoir des discussions à l'intérieur de soi-même. Ceux qui connaissent les cercles restauratifs, dans les milieux dans lesquels je me meus, et certains d'entre vous aussi, on parle beaucoup des cercles restauratifs pour restaurer la justice. Ça nous vient de Dominique Barter dans les favelas de Rio. On a aussi une possibilité de mettre en place des cercles restauratifs internes, c'est-à-dire de la discussion entre nos différentes parts. J'en ai fait un récemment dans une séance et j'ai vraiment adoré cette idée que un être humain, moi, c'est une salle de conf interne. Je ne sais pas si vous avez vu à l'époque cette pub de l'assurance, genre AXA, où on voyait différentes parts qui se bataillaient pour savoir si, au final, j'allais acheter tel ou tel véhicule, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai vraiment envie de penser qu'à l'intérieur de moi, il y a plein de petites parts qui sont en discussion tout le temps, les unes avec les autres. Et ma chérie Sophie, elle bosse avec ça aussi. Elle fait des constellations familiales intérieures où elle va consteller les parts du système personnel de quelqu'un. Et donc, on imagine que j'ai en moi un petit bonhomme intuitif, j'ai en moi un petit bonhomme créatif, j'ai en moi un petit bonhomme envieux, du type jaloux, j'ai en moi un petit bonhomme qui a envie de protéger. Et tous ces petits bonhommes, ils sont sans cesse en train d'essayer de discuter entre eux pour essayer de voir quel comportement, au final, je vais adopter. C'est vraiment le bordel là-dedans. Et ceux qui sont un peu en observation de ce qui se passe en eux voient bien à quel point c'est le bordel. Des fois, c'est tellement le bordel qu'il y a certains membres de la conférence intérieure qui en ont tellement marre d'une des parties qu'ils vont aller jusqu'à la refouler. Ouais. Parfois, ça peut être pour la protéger ou parfois, ça peut être pour protéger l'équilibre du système. Donc, le refoulement, ce n'est pas une notion uniquement freudienne en psychanalyse, parce que Freud se contentait de dire que ce qu'on refoule, c'est les désirs incompatibles avec les normes sociales, les pulsions sexuelles ou les pulsions de mort. Mais dans le système de Schwartz, celui ou celle qui est refoulée, la part qui est refoulée, c'est celle qui pourrait mettre en danger l'équilibre du système si elle restait dans la salle de conf. En général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement la virer. C'est de l'ostracisme, quoi. C'est, t'as plus rien à faire ici. Toi, la part sensible, oui, j'ai pris ça comme exemple, on ne veut pas, c'est bon quoi. Tu vas faire trop de dégâts. Et donc, ce refoulement, eh ben, c'est l'origine, en général, d'une blessure. Si vous voulez comprendre ce que c'est qu'une blessure, qu'on va garder toute sa vie, si jamais on n'a pas réintégré cette part, une blessure, c'est comment on va dire, la plaie ouverte qu'il reste en moi après avoir refoulé une de mes parts. Et après, elle lui avoir dit, toi, tu restes à l'extérieur de la salle de compte. Le problème, c'est que cette part, elle n'a pas forcément envie de rester à l'extérieur, elle tape à la porte. Et le problème, c'est que moi, cette part me manque. Et c'est une plaie ouverte, hein, je vous assure. Je vais vous montrer les différentes plaies que je peux avoir. C'est une plaie ouverte. Et je vis avec. Et très souvent, je ne m'en rends pas compte. Je vais même aller jusqu'à mettre en place des stratégies pour pouvoir ne pas voir que je suis blessé. C'est là où ça devient un peu délicat. Donc, si on part de ce principe que j'ai un certain nombre de blessures, de plaies ouvertes, et que je mets en place des stratégies pour ne pas trop m'apercevoir que je suis multi-blessé, on comprend mieux ce que c'est que les 5 blessures de Lise Bourbeau. Ces 5 blessures, du coup, je les ai mises en gros. Donc, il y a abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice. Alors, je vous rassure, ces blessures, on les a toutes un petit peu, mais il y en a qui sont beaucoup plus visibles que les autres. Pour voir quelles sont nos blessures principales, ce n'est pas en une conférence que vous allez pouvoir vous en apercevoir, mais il y a plusieurs indices. Les indices qui, moi, m'ont permis de voir que ma blessure principale, par exemple, c'était la trahison. C'est que déjà, c'est celle que vous mettrez en dernier dans vos blessures. Genre, non, moi, franchement, ça, c'est nickel. J'ai aucun problème avec la trahison. Ou alors,
Deuxième manière de le voir, c'est celle qui apparaît le plus nettement dans le masque qui est le vôtre. Et les masques, je les ai mis entre parenthèses. Lise Bourbeau dit un masque, c'est une stratégie qu'on a adoptée pour ne pas aller contacter notre blessure. Si j'ai une grosse blessure d'abandon, si j'ai sans cesse, intérieurement et voire bien inconsciemment, ce sentiment d'avoir été abandonné ou de me faire abandonner en permanence par les gens, je vais mettre en place une stratégie, un masque, un Jung, Carl Gustav Jung, dirait un imago, vraiment quelque chose qui apparaît socialement et que les autres vont voir, c'est le fait d'être sans cesse dans les dépendances. Je vais essayer d'avoir le plus d'amis possible. Je vais essayer de faire que ces amis soient le plus dépendants à moi possible. Mais en réalité, c'est ma propre dépendance que je suis en train de montrer aux autres en faisant ça. Du coup, celui qui a une blessure d'abandon qui est assez forte, il va être souvent ultra sociable, voire parfois un peu, excusez-moi des guillemets que je vais mettre, pot de colle. Voilà, un petit peu celui qui, des fois, est gluant et dont on aimerait bien vous détacher. Après, la blessure du rejet, qui correspond à la non-reconnaissance de ma valeur en tant qu'individu, en dehors de ce que je peux faire, mais juste, est-ce que mes parents m'ont reconnu pour qui j'étais? Est-ce qu'ils ne m'ont pas rejeté dans mes caractéristiques? Par exemple, moi, je suis né homme et j'ai appris plus tard, beaucoup plus tard, que, bon, déjà, je suis né le deuxième et après la naissance de mon frère, ma maman, elle avait vraiment pas envie d'avoir un deuxième enfant. Donc, elle avait dit à tout son entourage qu'il faudrait mieux que ça n'arrive pas. Et puis, quand elle a su qu'elle était enceinte, par inadvertance, euh, elle a dit, et j'ai vraiment, vraiment, vraiment peur que ce soit à nouveau un garçon. Il faudrait vraiment que ce soit une fille. Donc, vous remarquez que je suis né déjà avec, c'est intéressant, avant même ma naissance, j'étais déjà 2 fois rejeté. C'est-à-dire en tant qu'être vivant, et puis ensuite en tant qu'homme. Et puis, du coup, bah, ça, je ne le sais pas quand, sans doute, d'une manière ou d'une autre, mais je ne le sais pas encore. Il va falloir que je vive avec ça, je traverse ça. Et du coup, la blessure de rejet, c'est vraiment ça. C'est dans ma personne, je n'ai pas été reconnu. Et donc, ça donne quelqu'un dont la stratégie ultime dans la vie, c'est quand il y a un problème, la fuite. Je ne vais pas aller me battre, hein. Je vais fuir. Je vais céder ma place. Et je vais pas vous voyez, dans l'expression anglaise fight or flight, moi, ce que je choisis, c'est flight. C'est en vol dans ce cas-là. Et donc, ça peut être aussi, je disparais. Ça peut être aussi de la dénégation ultime. Si je pouvais me faire encore moins remarquer, ce serait pas plus. Plus les gens qui ont vraiment une grosse blessure de rejet, on ne voit pas en général. Moi, chaque année, dans mes classes, quand j'étais prof, j'avais des élèves, à la fin de l'année, je dois l'avouer, je ne savais pas encore leur prénom. Non, c'était pas beaucoup dans les classes, c'était 30, quoi. Et effectivement, et ça me faisait chier de dire oui, tu t'appelles comment en fait? Et c'est horrible, quoi. En fait, c'était quelqu'un qui se faisait tellement pas remarquer dans sa stratégie de fuite qu'effectivement, je le remarquais pas. J'essaie d'accélérer un peu. Il y a l'humiliation qui est une blessure qui est liée, au contraire du rejet ou de l'abandon, à un surinvestissement du bébé par celui ou celle qui s'en est occupé quand il était tout petit. En général, la maman. Un surinvestissement émotionnel lié en général à une blessure d'abandon chez la maman et qui fait que mon petit que je vais protéger, que je vais câliner, que je vais caresser, je vais m'occuper de tous tes besoins, tu n'auras rien besoin de faire, t'inquiète pas, je vais tout faire à ta place. Et la résultante pour le bébé, c'est oppression totale. Je me sens vachement oppressé. L'humiliation, ce n'est pas forcément lié à des actes d'agression ou de moquerie de la part des parents, mais c'est vraiment un surinvestissement émotionnel qui ne m'a pas laissé la place de respirer. Je n'ai pas la place de respirer. J'étouffe, papa, j'étouffe, maman, j'en peux plus. Et du coup, en même temps, je me sens coupable de vouloir exprimer mon autonomie avec tout l'amour que m'ont donné mes parents. Vous voyez, en général, c'est des gens qui disent, et je l'ai entendu plusieurs fois, ma maman ou mon papa ou ma tante, des fois, ou ma grand-mère, eh ben, elle m'a trop aimé. Là, quand j'entends ça, je dis, mais attends, excuse-moi, c'est pas possible de trop t'aimer. C'est peut-être possible de mal t'aimer, ou de t'aimer de manière décalée, ou de faire de toi un objet lié à un manque que la personne a et qu'elle a comblé en toi. Mais du coup, tu es un objet là-dedans. Et toi, en tant que sujet, comment tu fais? Et du coup,
cette intériorisation de l'amour un peu déplacé des parents va faire que je peux me sentir assez vite coupable, en plus de ça, de réagir à cet excès, entre guillemets, d'amour, et que je vais me flageller moi-même. Je vais m'en vouloir à moi-même. Je vais me culpabiliser. Et du coup, je vais devenir une sorte de ah, ça y est, j'ai réussi à avoir les discussions. Trop bien. C'est tant quelqu'un. Et du coup, je vais devenir vraiment masochiste. Donc, c'est quelqu'un, en général, c'est celui qui a la blessure d'humiliation, qui a un problème aussi avec le principe du plaisir. Il a vraiment cette sensualité liée au fait de vouloir tout le temps, notamment par la nourriture, se récompenser, se soulager de plein de choses et qui en même temps s'en veut quand il s'est un peu trop récompensé ou quand il s'est un peu trop soulagé et qu'il continue à se flageller. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident à vivre au quotidien, comme toutes les autres. Hein. Après, il y a la trahison. Donc, la trahison, ça donne au niveau du masque, c'est comme ça qu'on peut le reconnaître. Moi, je peux. Faites-moi confiance. Moi, je sais faire. Et moi, je fais tellement bien que le fait que les autres puissent le faire à ma place, ou puissent vouloir même ne serait-ce que m'aider, ça, c'est vraiment pas OK. Oui, j'exagère là. Hein. Moi, je peux. Ça donne quelqu'un au niveau de la morphologie. Lise Bourbeau, elle parlait de la morphologie, qui a, vous remarquerez, les épaules méga carrées en mode t'inquiète, moi, je peux emporter sur mes épaules. Ah là, moi, j'assume. Ah, il n'y a pas de souci là-dessus. Faites-moi confiance. Et qui va chercher tout le temps à contrôler. Pourquoi est-ce que celui qui a souffert de la blessure de trahison est contrôlant? Parce que le contrôle, c'est la meilleure manière de jamais plus être trahi, de jamais plus être blessé dans l'imaginaire de la personne. C'est-à-dire, si je pouvais à tel point contrôler la situation dans mon couple que la personne, elle s'en irait jamais, peut-être que du coup, je pourrais la garder et qu'elle ne trahirait pas ma confiance. Donc, au lieu de mettre ma confiance en l'autre, je vais essayer de faire tout ce qui est possible pour que l'autre ait même pas la capacité ou le pouvoir de pouvoir s'éloigner ou de pouvoir faire quelque chose qui ne correspondrait pas à mes attentes. C'est vraiment quelque chose de despotique dans son masque absolu, la trahison. Quelque chose qui retire le pouvoir aux autres parce que leur donner du pouvoir, ce serait leur donner la possibilité de nous trahir, potentiellement. Et du coup, pour vous parler un peu de moi, si j'ai rarement contacté le fait d'être trahi, ou si vous me demandez est-ce que Patrick, tu as déjà été trahi, est-ce que tu as peur que les gens te trahissent, je vous dirais, ah non, moi je fais confiance totale. J'ai super confiance aux gens, vraiment. Hein. Et en vrai, si je vais creuser un peu derrière, je vois bien que j'ai mis en place des tas et des tas de stratégies pour ne pas avoir à ressentir la trahison. Alors, elles sont diverses et variées. Il y en a une, je l'aime bien, c'est la fuite. Avant que la personne me trahisse, je me bats. Celle-là, elle marche super bien. Et je la connais aussi par ma blessure de rejet. Et puis, il y en a d'autres, c'est la manipulation. C'est, oui, je suis un peu honnête, hein, mec, là. C'est le fait de faire en sorte, d'une manière plus ou moins détournée, que la personne continue à être accrochée à moi, qu'elle continue à être vraiment. Et donc, je ne suis pas en train de vous dire que je mets en place ça quotidiennement dans ma vie, parce que j'ai quand même pas mal travaillé déjà sur mes blessures, mais encore un peu. Hein. Je le vois quand je mets en place un mécanisme, par exemple, de chantage émotionnel. Oh, qu'est-ce que je suis triste si tu fais ça. J'exagère, mais pas maintenant, je m'observe. Et puis enfin, il y a l'injustice. Et du coup, l'injustice, ça donne quelqu'un qui est rigide parce qu'il est figé dans ses principes. Et souvent, c'est quelqu'un qui n'a pas supporté. Alors, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible à la base, en général, nous dit Lise Bourbeau, et qui n'a pas supporté ou qui ne supporte pas le spectacle des injustices auxquelles il a pu être soumis quand il était jeune enfant, notamment. Je me rappelle bien, moi, de ce qui me faisait vraiment mal, très, très mal en rapport avec le comportement des humains par rapport aux animaux. Et du coup, la réaction en général, c'est que on va enfermer toute cette sensibilité derrière une carapace rationnelle et une carapace de valeur morale qu'on va afficher et qu'on va prôner. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir l'espoir d'agir sur l'environnement pour plus être en face d'injustice, mais sans avoir à les ressentir sensoriellement. Et donc, on se blinde, mais vraiment, on se blinde derrière une espèce d'armure de guerrier qui est
celui qui est révolté, celui qui est révolutionnaire, celui qui va combattre les injustices. Et donc, on est vraiment dans cette rigidité morale, cette rigidité de principe moral. C'est quelqu'un qui, dire bobo, se tient toujours bien droit. Il n'y a aucune partie de son corps qui est disproportionnée dans l'absolu du prototype de l'injuste, enfin, de celui qui a la blessure d'injustice, du rigide. Il a vraiment, il est assez bien constitué, et puis il est très perfectionniste. Il ne supporte pas que les choses soient un peu de travers, un peu désordonnées, un peu déséquilibrées. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est droit, la droiture même, si vous voulez. Donc là, je vous ai fait un petit topo des 5 blessures. C'est un peu rapide, mais c'est pour vous permettre aussi de vous voir à certains endroits de vos propres blessures. L'idée, maintenant, c'est de vous montrer que un masque est une stratégie et qu'une stratégie n'est pas très efficace, parfois, voire souvent. Et j'aimerais bien essayer de vous faire comprendre pourquoi. Est-ce que le mieux que je puisse faire, si je veux aller contacter mes blessures, c'est déjà d'aller creuser derrière ma stratégie. Alors pour ça, je vous mets la slide suivante. Non, elle ne marche pas. Ah. Oh, ah, là voilà. Celle-là, j'en ai déjà parlé 2-3 fois dans d'autres confs. J'aime bien envisager un être humain comme un iceberg avec une partie émergée et une partie immergée. Je veux dire, c'est un peu classique, hein, j'ai rien inventé. Mais ce que j'aime bien envisager, c'est que chez moi, être humain, on pourrait imaginer que ma partie en dehors de l'eau, ma partie émergée, ma conscience, c'est l'ensemble des désirs que je peux éprouver, qui sont en général des désirs d'action, aller acheter tel ou tel vêtement, aller dans tel ou tel projet, rejoindre telle ou telle personne, etc., etc. Et en fait, pour moi, un désir, c'est l'expression au niveau de ma conscience de quelque chose dont j'ai profondément besoin en dessous de la surface de l'eau, mais que je ne suis pas tout le temps capable de conscientiser. Je donne un exemple. Tout le monde a besoin de respirer. À chaque instant, si je ne respire pas, je meurs. Enfin, au bout de quelques minutes quand même. Tout le monde a besoin de respirer. Mais ce besoin de respirer, il est en général pris en charge de manière corporelle et automatisée, de telle sorte que je n'ai pas besoin d'avoir à désirer respirer. Peu de gens désirent respirer, on leur est attendu. Si je vous demande, est-ce que tu as envie de respirer, là tout de suite, vous allez me dire, t'es con ou quoi? Et effectivement, je respire. Je n'ai pas besoin de respirer. Par contre, si je vous mets un sac plastique sur la tête, ou que je vous dis, tiens, tu vas tenir 3 minutes en apnée, la conséquence, c'est que vous allez très vite voir apparaître en vous le désir de respirer. Vous avez tout le temps autant de besoin de respirer. Hein. Vous n'avez pas plus besoin de respirer qu'avant. Ce n'est pas ça le truc. C'est que votre fonctionnement organique naturel qui consiste à assouvir le besoin de respirer automatiquement, il ne marche plus. Et du coup, là, il y a la petite loupiote d'alarme qui se met en place, qui s'appelle désir, qui est bip, bip, bip. Tu vas avoir envie de respirer. Parce que comment tu es dans la merde. Parce que là, il y a quelque chose qui ne se fait plus spontanément en toi. Du coup, mon idée, c'est de vous dire que mon désir est toujours l'expression à la surface de ma conscience d'un besoin qui n'est pas assouvi. Si mon besoin est assouvi, je n'ai pas besoin de désirer. Et donc, ça veut dire qu'un désir, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas quelque chose qui est superflu, comme aller acheter des fringues dans un... Franchement, à quoi ça sert d'aller acheter des fringues dans un grand magasin? Tu en as besoin de ces fringues? Et en fait, celui qui dit ça, il n'a pas compris que le besoin qui se cache derrière le désir d'aller acheter des fringues, ce n'est pas le besoin d'avoir des fringues. C'est un besoin beaucoup plus profond qui, visiblement, a trouvé pour s'exprimer une stratégie qui est aller acheter des fringues au magasin. Donc, mon désir, c'est une stratégie que je mets en place, mais cette stratégie, elle a pour but d'essayer de combler un besoin qui n'est pas comblé. Donc, quand j'observe mes stratégies actionnelles, quand j'observe mes désirs, je peux les observer en disant quels sont les besoins en dessous qui ne sont pas assouvis et qui crient, s'il te plaît, assouvis-moi, parce que là, autrement, je suis en déséquilibre. Un être organique est en déséquilibre à partir du moment où il ne satisfait pas ses besoins les plus primordiaux. Et ces besoins les plus primordiaux, ce n'est pas simplement respirer, vivre, manger, boire, dormir.
C'est bien plus que ça. Si on regarde la pyramide de Maslow, que vous connaissez bien, on aperçoit que tous ces besoins qui sont dans la pyramide sont aussi nécessaires les uns que les autres. Aussi nécessaires que les uns les autres. S'il y en a un étage de la pyramide, un qui n'est pas satisfait, alors je suis en manque. Et j'ai une blessure par rapport à ça. Et donc, je vais avoir tout un tas de désirs qui vont apparaître à la surface de ma conscience et qui vont être liés à l'assouvissement de ces besoins. En tant qu'être vivant, j'ai des besoins physiologiques. Manger, boire, dormir, respirer. En tant qu'être vivant, j'ai des besoins liés à ma sécurité. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Dans l'école dans laquelle je suis actuellement, l'atelier des possibles, depuis longtemps, on a identifié que le besoin de sécurité, c'était celui qui était le moins bien assouvi au sein de l'école, et ça nous donnait plein de problèmes au niveau de la gestion des rapports interpersonnels. Parce qu'on a tellement mis la liberté, le besoin de liberté au sommet de notre pyramide, nous, que le besoin de sécurité, tous ceux qui peuvent venir à l'école le voient assez rapidement, n'est pas tout le temps très bien satisfait. Donc, j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin aussi de relations. J'ai besoin d'être en contact avec des gens. Si je suis seul sur une île, comme Tom Hanks dans le superbe film Seul au monde, avec son ballon de volleyball, si je suis seul au monde sur une île, je pète un câble. Le vendredi ou les lundis du Pacifique, c'est ça, je pète un câble. Il va falloir à un moment donné que j'aille chercher ou même m'inventer un ami. Et puis, j'ai besoin aussi, alors celui-là, il est terrible, parce que la société et peut-être aussi une certaine forme de religion ont tout fait depuis un grand moment pour pouvoir nier ce besoin. J'ai besoin qu'on m'estime. Pourquoi ils ont nié ce besoin? Comment ils ont nié ce besoin? En me faisant penser que ce besoin de reconnaissance de la part des autres, ce besoin d'estime de ma personne, c'était quelque chose qui était mauvais, qui était du narcissisme, qui était une forme d'égocentrisme, et que du coup, il fallait combattre comme un péché. Mais en vrai, ce qui est mauvais, ce n'est pas le besoin, c'est la stratégie démesurée que je vais mettre en place quand mon besoin de reconnaissance il n'est pas satisfait et que du coup, je vais tout faire pour l'acquérir. Là, je mets en place un comportement disproportionné. C'est parce qu'à la base, mon besoin, lui, il est pas satisfait. Donc, essayez d'aller le rechercher et d'aller le nourrir. Si vous voulez, c'est 90% des personnes que j'accompagne en philothérapie, c'est gros besoin d'estime et de reconnaissance. Prendre conscience de sa propre valeur. Et puis enfin, il y a le besoin d'épanouissement, d'utilité, d'accomplissement de soi. Et c'est là où vous remarquez, ou vous l'avez peut-être remarqué depuis un moment, où je vous fais remarquer avec mon sourire traditionnel, c'est ça, ce n'est pas la première fois, qu'il y a écrit sur la pyramide besoin d'utilité, complicité, pistage. Et vous dites de quoi il nous parle là, quand il nous parle de pistage pour le besoin d'utilité. En fait, ce schéma, cette pyramide de Maslow, je l'ai prise sur un site d'éducation canine. Et ça m'a beaucoup amusé de voir qu'en réalité, il s'agit ici des besoins fondamentaux du chien, mais qui sont exactement les mêmes pour l'humain. Si vous regardez sur la pyramide de Maslow d'un être humain, vous avez besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins sociaux, besoins d'estime, besoins d'utilité et d'accomplissement. La différence peut-être entre le chien et l'humain, c'est que le chien et l'humain n'ont pas les mêmes stratégies pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Vous voyez, au niveau souterrain, on a des besoins. Même un animal a des besoins d'estime, des besoins de relation, des besoins de sécurité, des besoins de se sentir utile. Évidemment, peut-être pas une limace, mais je parle des animaux mammifères, on va dire, par exemple. Ok, évidemment. Si vous me sortez le contre-exemple de la fourmi, je vais vous dire, ok, là, ça devient un peu délicat, quelle est la part de conscience, etc., etc. Mais en tout cas, la plupart des mammifères, voire tous les mammifères, je serais même prêt à parier sur beaucoup d'oiseaux et peut-être même des poissons. Là, je commence à aller un peu loin. Ces besoins-là, on les retrouve sans trop de problèmes. Ce qui diffère entre l'homme et l'animal, c'est la stratégie. Peut-être qu'on a des stratégies bien plus élaborées et complexes, parfois pas toujours très utiles, pour pouvoir assouvir des besoins qui sont des besoins profonds. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Vous commencez à vous dire où est-ce qu'il nous emmène. Ne vous inquiétez pas, on y va. Si je reprends mes 5 blessures, humiliation, trahison, injustice, abandon, rejet, et si maintenant je mets à côté de chacune de ces blessures, comme je l'ai fait sur cette slide, ce qui m'apparaît comme étant le besoin qui n'a pas été satisfait, notamment souvent dans la prime enfance, et qui crie à l'arrière-fond
excuse-moi, mais là, j'existe et j'ai besoin d'être satisfait, Mm. j'aboutis à une plus claire compréhension des blessures. Quelqu'un qui a la blessure de rejet, qui prend du coup le masque du fuyant, c'est quelqu'un qui souffre 99% du temps d'un manque de reconnaissance. Comme je vous l'ai déjà dit, dès sa plus tendre enfance. Son besoin de reconnaissance, troisième étage ou quatrième étage, laissez-moi y repenser, quatrième étage, ouais, son besoin de reconnaissance, quatrième étage de la pyramide de Maslow, n'a pas été vraiment nourri, notamment par ses parents, et du coup, il y a une grosse blessure. Quelqu'un qui souffre d'une blessure d'abandon, et c'est quelqu'un qui, donc troisième étage de la pyramide de Maslow, n'a pas été vraiment nourri dans son besoin d'appartenance sociale, à un clan, à un groupe, à une famille, quelque chose comme ça. Et qui, du coup, s'est souvent senti abandonné par l'un ou l'autre de ses deux parents, qui n'étaient peut-être pas tout le temps très présents. Donc, il a senti vraiment, il est où le clan familial? Quelqu'un qui souffre de la blessure d'humiliation, alors là, je ne l'ai pas parce qu'il est caché sur mon écran, mais je peux imaginer, je m'en rappelle un petit peu, que c'est mon besoin d'autonomie qui n'a pas été satisfait. Faire les choses par soi-même. Déjà, quand je suis bébé, j'ai une forte tendance à vouloir essayer de faire les choses par moi-même. Rien que quand j'essaye, rappelez-vous quand vous étiez bébé, quand maman ou papa m'ont mis sur sur le ventre, sur le lit, et que je suis en train de me baver dessus, en essayant par tous les moyens de me retourner sur le dos. Et franchement, c'est pas évident. Mais si j'y arrive, c'est une petite victoire. Quand j'y arrive, c'est une petite victoire. J'ai réussi à faire seul. À Grenoble, il y a une école Montessori que peut-être vous connaissez qui s'appelle Aide-moi à faire seul. Parce que mon besoin d'autonomie est quelque chose de fondamental chez l'humain comme chez les animaux. La blessure de trahison, c'est pas très compliqué d'envisager qu'elle est liée à mon besoin de confiance. Et j'aurais tendance à dire que mon besoin de confiance fait partie de mes besoins liés à la sécurité. Pour me sentir en sécurité dans mon environnement, j'ai besoin de faire confiance. Notamment à papa, maman, à mes frères et sœurs, à celui ou celle qui me garde quand papa, maman travaille, je ne sais pas. Et du coup, là, à un moment donné, il y a eu un gros problème avec mon besoin de confiance. J'ai senti qu'il y avait un gouffre qui s'ouvrait sous mes pieds, parce que là, je ne pouvais pas faire confiance dans les personnes à qui j'étais confié. Et c'est pas évident de ressentir ça quand je suis un gamin. C'est clairement pas évident. Et enfin, mon besoin excusez-moi, ma blessure d'injustice est liée fondamentalement à un besoin de justice. Et alors là, je me suis posé la question, quand j'y ai réfléchi, parce que vous imaginez que j'y réfléchi un peu, je me suis dit, si on revient à la pyramide de Maslow, on le met où le besoin de justice là-dedans? Besoin physiologique? Non. Besoin de sécurité? Peut-être bien. Et Mm. peut-être que le besoin de justice me donne un sentiment de sécurité. Besoins sociaux? Peut-être bien aussi, mais besoin d'estime, besoin d'utilité, d'accomplissement, oui, c'est pas évident. Moi, je le mettrais plus dans les besoins de sécurité, mais encore une fois, vu que c'est un cadre, la pyramide de Maslow, j'ai l'impression qu'on peut aussi sortir du cadre. Et qu'on peut se dire, il n'y a pas besoin de se demander où est-ce que je le mettrais. Je vois bien, en tant qu'être humain, et même, j'irais jusqu'à dire, en tant qu'animal, de confiance et de raison, j'ai un fort besoin de justice, d'équité, d'équilibrage, notamment au niveau de la fratrie ou au niveau de la manière dont mes parents se comportent alors qu'ils me prescrivent des choses qu'ils ne font pas. J'ai un fort besoin de justice. Et ça donne des grosses blessures quand je vois autour de moi des injustices, que ce soit des injustices que je subis ou des injustices que d'autres subissent. Parce qu'il y a des études psychologiques qui ont montré, maintenant elles sont assez connues, qu'un jeune enfant, avant même le stade du langage, avant 1 an, eh ben, il est sensible aux injustices. Par exemple, il y a une étude psychologique qui est Mm. affreuse, franchement, comme toutes les J'ai études vu. scientifiques, des fois on est un peu sadique avec les objets de son expérimentation, mais c'est pour faire avancer la science. Et du coup, on prenait des enfants et on leur faisait assister à un spectacle de marionnettes où il y en avait une qui tapait sur l'autre. Mais vraiment tapait, quoi. Mm. Et on observait le faciès des enfants. Et on observe, et tout est filmé. Et on voyait qu'il y a, je sais pas, 90% des enfants qui n'étaient pas morts de rire. Ils n'étaient pas en train de... C'est trop bien. Non, ils étaient juste paniqués. Paniqués, vraiment. Comment je réagis à ça face à de la violence, en fait? C'est des marionnettes.
On pourrait lui dire coucou gamin, c'est bon, quoi, c'est des marionnettes, t'es pas en train de regarder un film d'horreur. Mais j'ai pas 1 an, moi, et je suis super sensible à ça. Et du coup, ils étaient vraiment marqués. Et ensuite, la deuxième partie de l'expérience, c'était de donner à l'enfant un présent, un cadeau à donner à l'une des deux marionnettes. Encore une fois, c'est vraiment super sadique, mais bon, voilà. On s'amuse comme on peut. Et encore une fois, la plus grande partie des jeunes enfants, évidemment, ne donnait pas le cadeau à celui qui avait tapé. Il y en a comme qui faisaient. C'est intéressant. De détecter très tôt cela. Je plaisante. Euh, je vais devenir Sarkozy si je continue comme ça. Quand même donner le cadeau à celui qui avait tapé, mais la plupart avaient cette réaction de donner le cadeau à l'autre. Ce qui est très intéressant. Pour montrer aussi peut-être, on dit les enfants sont cruels, ils sont injustes, mais est-ce que dans la cour de récré, quand ils se blessent les uns les autres, il n'y a pas déjà là quelque chose qui est le résultat de blessures qu'ils, d'une manière ou d'une autre, essayent d'extérioriser? Moi, je pars du principe, euh, vous pouvez ne pas le partager, ce principe, évidemment, qu'un enfant est innocent quand il naît au monde. Il n'est pas violent, il n'est pas méchant. Il est tout simplement innocent. Et que les comportements qu'on peut voir et dont on pourrait dire, ah oui, les enfants sont méchants et sont cruels les uns avec les autres. Mais attendez, c'est déjà assez tard que ça se développe, ça. Hein. J'ai déjà été bien sociabilisé. Et puis mes parents aussi, ils m'ont bien montré des choses assez intéressantes assez souvent. Donc sans jeter la pierre sur les parents, ce que je fais quand même un peu, il faut quand même se rendre compte que mes blessures, elles arrivent très vite. Bon, je continue. Oui, on en arrive à l'amour, parce que vous voyez bien que je suis un bisounours. Et qu'en réalité, sans faire dans le bisounoursisme, derrière mon besoin d'autonomie, derrière mon besoin de confiance, derrière mon besoin de justice, derrière mon besoin d'appartenance, j'ai un gros besoin d'amour. Un gros, gros besoin d'amour. Mais pas amour au sens roman photo. Amour au sens aime-moi, aime-moi comme je suis, euh, accueille-moi, accepte-moi, aime-moi comme je suis. Et le plus gros problème, c'est que la plupart des parents pourraient vous répondre s'ils étaient conscients, mais j'y arrive pas parce que moi-même, je suis blessé. Et c'est super dur, mon fils ou ma fille, de t'aimer avec toutes mes blessures. Je te jure, j'essaye, vraiment. Et je peux vous garantir que moi, personnellement, c'est exactement ça que je fais, c'est essayer d'aimer mes enfants. Mais c'est super chaud quand on est soi-même multi-blessé. Du coup, c'est l'idée des constellations familiales, c'est à un moment donné d'aller visiter ça et d'aller essayer de réparer ce qui peut être réparé. Donner de l'amour à la personne. Arrêtez de dire, par exemple, en tant que psychothérapeute, moi, il faut que je reste distant. C'est bon, quoi, je vais pas trop me dévoiler. Oui, je me dévoile un petit peu. Hein. Et puis, je vais garder une espèce de barrière entre moi et mon client. Parce que quand même, je suis le thérapeute. Il ne fallait pas qu'il y ait des transferts et des contre-transferts. Mais arrête tes conneries, bordel. Donne-lui de l'amour d'une manière ou d'une autre à celui qui est en face de toi. Il en a besoin que tu nourrisses certaines de ses blessures. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller faire l'amour avec votre patient ou votre patiente si vous êtes thérapeute. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Il y a plein de manières d'exprimer l'amour. Vous le savez bien. Si vous avez lu les 5 langages de l'amour ou d'autres ouvrages comme ça. Il y a plein de manières de nourrir chez une personne ce qui a été blessé par ailleurs. Et souvent, c'est l'amour. Aime-moi. Et du coup, j'en arrive. Vous voyez, on avance quand même un peu. Ça va, vous êtes encore vivant? Ok. Soit vous êtes mort, soit vous êtes vivant, et c'est ok, on continue. J'en arrive à voir, parce que je n'avais pas envie cette année, je l'ai fait un peu l'année dernière, de vraiment aller observer et contacter nos blessures. Cette année, j'avais envie de vous montrer et de vous proposer, dans les cercles de parole qui vont venir plus tard, que chaque blessure est aussi un formidable cadeau. Alors, ok, si vous dites ça de manière assez brutale à une personne, ouais, ta blessure d'abandon, mais c'est tout simplement un cadeau, mec. Là, il peut le prendre mal. Mais et donc, on va essayer de faire un peu, de manière un peu plus subtile. On va essayer de faire différemment. Déjà en montrant que souvent, un masque, c'est une stratégie donc excessive pour nourrir un besoin. Vous voyez, si vous aviez cette double flèche que j'aime beaucoup, qui est la flèche de l'équilibre, que moi, c'est Aristote, philosophe grec, mais qu'on peut retrouver dans plein d'endroits dans sa vie, qui est l'idée que la flèche, dit Aristote,
c'est le juste milieu. Moi, je dirais plutôt l'équilibre, parce qu'il n'y a jamais de juste milieu pile poil. C'est l'équilibre, si possible, entre deux excès. L'excès par excès et l'excès par défaut ou par manque. Du coup, quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui n'est pas téméraire, mais qui n'est pas non plus lâche ou un peu trop prudent. Et vous voyez, dans le courage, il y a de la prudence. Et s'il y a trop de prudence, on va peut-être vers la lâcheté. S'il n'y a pas assez de prudence, on va vers la témérité. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle l'équilibre. Et du coup, au niveau de mes blessures, je m'aperçois que quelque chose comme une ressource qui, si jamais je l'utilisais de manière équilibrée, pourrait m'apporter beaucoup d'avantages dans ma vie, devient un défaut si jamais je suis dans la surréaction, le surinvestissement, ou alors si je suis dans le sous-investissement. Je prends des exemples. C'est bien rempli. Hein. Euh, Imaginons que j'ai bien investi la blessure de rejet. Ça veut dire que j'ai compris que j'avais cette blessure, que j'avais tendance à développer le masque du fuyant, mais que cette blessure m'offrait aussi certaines qualités. Je le vois quand je travaille avec des personnes qui ont bien marqué en eux une blessure de rejet. C'est des personnes qui, du coup, sont assez solitaires. Elles sont assez indépendantes. Elles ont l'impression de ne pas avoir tout le temps besoin des autres. Et du coup, c'est des personnes qui peuvent souvent faire des professions où je travaille tout seul et des professions liées à la créativité, des professions artistiques ou des professions, je ne sais pas moi, à distance ou des choses comme ça. Et du coup, quand je suis quelqu'un qui a cette blessure de rejet, je peux développer cette qualité qui, vous voyez, pourrait devenir, si elle est excessive, quelque chose un peu de pathologique dans ma solitude ou mon isolement, mais qui peut, et moi je le sens bien dans ma personne, je n'ai pas tout le temps besoin d'être en contact avec les gens et j'aime bien travailler seul. J'aime bien aussi développer ma créativité seul. Du coup, vous imaginez que travailler dans une équipe, comme par exemple l'atelier des possibles, ça n'a pas toujours été facile. Et d'ailleurs, on me l'a bien fait remarquer et on a eu raison. Avec toi. Si, je t'assure, j'essaye, je fais des efforts. Si j'ai été fortement marqué par une blessure d'abandon, il y a des chances que je sois quelqu'un qui soit fédérateur. Et je l'ai vraiment vu autour de moi, voir un petit peu en moi aussi, cette capacité à réunir, à fédérer, à vouloir concilier les gens, à trouver des moyens de les relier, à créer des groupes, des réseaux. Oui, c'est celui qui a 10 000 amis Facebook. Ouais, j'ai 10 000 amis Facebook. Alors moi, j'ai dépassé les 1000 récemment, je suis trop content. Wouhou. Et donc, c'est vraiment la blessure d'abandon. Bravo. Et puis, c'est quelqu'un aussi souvent qui est dans l'empathie. Parce qu'il a vraiment cette capacité à aller sonder l'autre personne qui est en face de lui pour aller voir finalement. Alors, ça peut être une stratégie de manipulation qui est du coup un peu excessive, qui consiste à essayer de voir comment est-ce qu'il pourrait faire pour rester avec la personne. Mais ça peut être aussi juste vraiment cette reliance où je me sens en contact avec les autres. Et ça, très paradoxalement, c'est ce que j'ai pu développer aussi à travers ma blessure. Quelqu'un qui a une blessure d'humiliation, c'est souvent quelqu'un qui est généreux. Alors, Lise Bourbeau dit déjà au niveau de sa corpulence, c'est quelqu'un qui est assez généreux, mais aussi au niveau de ses qualités morales, c'est-à-dire c'est pas la générosité seulement d'offrir des cadeaux tout le temps aux autres, mais c'est la générosité, c'est-à-dire je me donne dans l'action, je me donne dans ce que je fais, je veux vraiment le faire pleinement. Et donc, c'est quelqu'un qui a cette capacité de générosité qui du coup, ben, peut aussi être vraiment un outil pour avancer dans la vie. Et puis, alors là, je ne le vois pas, mais peut-être que vous allez me le dire, sauf si je me déplace un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce que j'ai écrit au-dessus d'humiliation? Sensible, j'ai écrit, je crois. C'est quelqu'un qui a. C'est ça que j'ai écrit? Ok, cool. Quelqu'un qui a une grande sensualité. Vraiment une grande sensualité. Lise Bourbeau dit, ça me fait marrer des fois, si vous la lisez, Les Saintes Blessures, elle dit le masochiste, c'est quelqu'un qui a des grands yeux doux de bébé, qui vous regarde avec ses grands yeux doux. Et puis, il peut avoir des fois aussi un regard séducteur. Quelqu'un qui est vraiment dans la, 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 le plaisir d'essence, la jouissance. Donc, qui a vraiment cette sensibilité, cette sensualité, j'aurais envie de dire. Sensibilité au sens développement des sensations, plutôt qu'au sens empathie. Quelqu'un qui a la blessure de trahison, c'est quelqu'un qui va développer une grande capacité à l'action au sens détermination, au sens volonté, au sens parfois même obstination. C'est-à-dire, je lâche rien parce que je vais aller jusqu'au bout
notamment parce que je n'aurais pas envie qu'on puisse me reprocher ensuite d'avoir trahi quelqu'un ou d'avoir abandonné mon projet ou d'avoir pas fait ce qu'on pas assumé ma responsabilité. Puis moi, j'ai les épaules, je peux faire ça, donc je vais jusqu'au bout. Quelqu'un de déterminé. Je me reconnais plutôt là-dedans. Et donc, ça peut être vraiment des fois jusqu'à je fonce dans les murs, quoi, mais j'y vais de manière déterminée. C'est trop bien. Si jamais j'arrive à casser le mur, c'est cool. Et puis, c'est quelqu'un qui a aussi souvent cette envie de protéger les autres. Vous remarquez que dans protéger, il peut y avoir aussi essayer d'éviter qu'il nous trahisse, essayer de le garder sous son coude. Ça, c'est le côté excessif. Mais dans le côté mesuré, il y a vraiment cette envie qu'on peut appeler dans le côté excessif aussi le syndrome du sauveur, mais qui peut être juste l'envie d'aller aider les autres parce que moi, je peux faire ça. Moi, je peux t'aider. J'ai les épaules pour ça. Et du coup, si ce n'est pas excessif, l'autre va avoir tendance à dire, mais oui, viens, aide-moi. Alors, des fois, vous savez aussi que quand vous êtes dans la stratégie excessive de surprotéger les autres, vous allez attirer des gens qui ont fortement envie de se faire protéger par vous pour pouvoir ensuite vous manger un petit peu de l'intérieur, se nourrir de vous. Et ça, ce n'est pas très cool. Mais ça vous montre aussi que votre stratégie à vous, elle est un peu excessive. Et puis, quelqu'un qui a la blessure d'injustice, c'est quelqu'un qui est dans la vie, est souvent révolté, souvent dans l'insoumission, dans le fait de ne pas accepter ce qui se passe. Et bah, j'ai envie de vous dire, peut-être parce que je l'ai un peu aussi cette lecture, mais comme tout le monde, moi j'ai l'impression que c'est cool, c'est une qualité. Si jamais on n'en fait pas un défaut, on est sans cesse dans la négation, dans le fait de fighter, de combattre, d'être non, ça c'est pas ok, moi non. Mais ah, c'est pas ok, je me laisserai pas faire et du coup je vais m'affirmer pour pouvoir ne pas me laisser faire. Surtout dans cette époque où, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on essaie un peu de nous la mettre à l'envers de différentes manières. Bon, j'effacerai cette dernière phrase au montage. Je ne veux pas qu'on me traite de théorie du complot, de complotiste. Et donc, insoumission. Voilà, moi, ma maîtresse en la matière, c'est Kini Arcana. Et j'aime cet élan, cette rage qui s'exprime dans cette révolte-là. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui fait les choses bien en général, perfectionniste, qui est méticuleux, qui a l'esprit du détail. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous reconnaîtrez là des qualités qui, si elles sont investies de manière excessive, ne sont pas très intéressantes. Mais si elles sont investies de manière équilibrée, peuvent donner quelqu'un qui est un artiste. Et ça peut être tout en même temps. Hein. Quelqu'un qui est un ami un fidèle, quelqu'un qui est un guerrier, quelqu'un qui est un leader, qui sait leader une équipe, quelqu'un qui est, qu'est-ce que j'écris là au fait, un épicurien, qui sait jouir de la vie, et donc quelqu'un qui est humain en général. Le problème, c'est quand ces stratégies-là ont surinvesti. Mais le problème, du coup, ce n'est pas la stratégie en elle-même, ce n'est pas le désir en lui-même. Le problème, c'est quand j'ai tellement pas pris conscience du gouffre qui est en dessous de ma stratégie que je suis, Platon dirait, en train de remplir un vase percé. Alors, il y a une autre métaphore que j'aime beaucoup, mais qui est moins connue, c'est l'oiseau qui chie tout ce qu'il mange. Et au fur et à mesure que je mange, ça sort. Et du coup, dans ce cas-là, l'oiseau qui fiance, dit Platon. Dans ce cas-là, effectivement, ma stratégie, elle n'aboutira pas et je vais avoir un comportement excessif. Mais parce qu'à la base, mon besoin n'a pas été conscientisé et il continue à crier. Si par contre, mon besoin est assumé et que j'essaie de le satisfaire réellement pour lui-même, alors ça donne quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. Donc, un leader, et remarquez à quel point le mot leader, aujourd'hui dans notre société, peut avoir une connotation pas toujours positive. Moi, quand je travaille avec des gens, j'essaie de les amener à contacter leur leadership, ce charisme, ce rayonnement solaire, qui du coup, vous voyez bien, est un peu yang, qui consiste à être présent pour les autres, rien qu'à être présent. Eh ben, quelqu'un qui est dans la stratégie excessive de leadership, effectivement, devient un despote. Et on en connaît, hein, ils sont aux places politiques les mieux, les plus en avant. Euh, Par contre, quelqu'un qui ne travaille pas son leadership va être quelqu'un qui va avoir plutôt tendance à être un peu laxiste, voire parfois un peu lâche, parce qu'il il va pas y aller, il va être plutôt dans la fuite. Pareil, un ami, je vais aller assez vite, peut devenir assez vite un pot de colle s'il est dans l'excès de dépendance, mais peut devenir très vite solitaire s'il est dans la fuite par rapport à cette dépendance. Quelqu'un qui développe son guerrier intérieur. Vous savez, ce fameux ouvrage
le guerrier pacifique, que certainement ou pas, je sais pas, vous connaissez. Un guerrier, c'est pas un soldat. Un guerrier, c'est pas quelqu'un qui se bat sans trop savoir pourquoi il se bat. Mais qui se bat, c'est bien qu'il se bat. Mais, excusez-moi, j'ai pris la voix de Rambo vite fait. Mais, Rambo, je suis désolé. Un guerrier, c'est vraiment quelqu'un qui est dans sa puissance intérieure. Et cette puissance intérieure, elle ne fait pas de lui qu'un révolté, euh, juste révolté, qui va vouloir tout le temps affronter les choses, mais quelqu'un qui va déplacer des montagnes, qui va vraiment y arriver, quoi. Et donc, c'est pas un soumis, effectivement, le guerrier. C'est un insoumis. Un artiste, celui que j'appelle l'artiste, le créatif, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui va choisir la fuite dans son art ou dans ses différents mondes. Moi, je suis spécialiste pour fuir dans mes mondes intérieurs. J'adore ça. Je le fais encore parfois, mais un peu moins qu'avant. Quand j'étais petit, j'ai passé beaucoup, beaucoup d'années dans mon monde intérieur. C'était trop bien. Il y avait plein de trucs. L'extérieur ne m'atteignait pas. C'était trop cool. On appelle ça de l'autisme un petit peu. Mais moi, c'était une stratégie qui portait ses fruits. Donc, quelqu'un qui sait développer sa créativité et ses mondes intérieurs, sans fuir l'extérieur, mais en allant impacter l'extérieur. Et puis enfin, l'épicurien, ce n'est pas celui qui est dans l'addiction ou dans le masochisme, ni celui qui est dans l'ascétisme, la privation de toutes les choses qui sont peut-être nécessaires à sa santé, mais c'est quelqu'un qui va, il y a encore quelques années, je me rappelle, un colloque m'avait dit, parce que ça fait pas mal de temps que je jeûne, c'est-à-dire que voilà, je fais des périodes d'abstinence de nourriture pour différentes raisons, mais il y a eu des fois, ça n'a pas été très, très équilibré, peut-être aller un peu loin, je me suis retrouvé des fois même comme ça, d'ailleurs presque cadavérique, à force de jeûner. Et dans ma coloc, à l'époque, un de mes amis disait moi, je ne pouvais pas jeûner, j'aime trop la bouffe. Et moi, à cette époque-là, je pensais ouais, en gros, t'es un bouffon, quoi. T'es un bouffe-tout. Mais en fait, non. C'était moi qui étais dans la dénégation de mon côté charnel, terrestre, qui voulait presque m'envoler en refusant la nourriture. Du coup, l'épicurien, ce n'est pas celui qui est addict à la bouffe ou à la malbouffe ou à la trop-bouffe, c'est celui qui sait jouir de quelque chose qui est plus subtil peut-être, mais qui ne refuse pas la jouissance physique et corporelle. On arrive petit à petit à pourquoi je vous dis tout ça. Haha. Vous vous rappelez, l'idée de la conf, c'est les 5 ressources du masculin sacré. Et donc, mon idée, là, c'est de vous montrer comment je peux utiliser ces ressources aujourd'hui en tant qu'homme et qu'est-ce qui fait que parfois, je ne suis pas tout à fait équilibré en tant qu'homme dans la gestion de mon yin et de mon yang. OK? Du coup, si je reprends ces 5 blessures, humiliation, trahison, injustice, abandon, rejet, je leur ai mis des petites couleurs, vous voyez, des petits cercles, dont certains sont plutôt clairs, c'est-à-dire plutôt yin, et d'autres sont plutôt foncés, c'est-à-dire plutôt yang. J'aurais tendance à affirmer que quelqu'un qui est dans la blessure de trahison, c'est-à-dire qui a beaucoup développé cette blessure, va avoir plutôt un comportement teinté de yang, même très yang. D'ailleurs, vous l'avez remarqué quand je vous ai dit je peux emporter sur mes épaules, moi je peux faire, puis j'ai tendance à contrôler les choses, et je suis protecteur, et je suis déterminé. Ouais, je suis à fond dans le yang. Quand vous voyez quelqu'un qui est peut-être à fond dans le yang au niveau du développement de sa musculature, au niveau du développement de sa personnalité, au lieu de vous dire ça, c'est un vrai mec, ça, c'est un sacré contrôlant. Hey, ta blessure de trahison, tu l'as bien investi, gars. Ouais, ouais, ouais. Et c'est super, hein, mais là, c'est un peu excessif, peut-être. Quelqu'un qui, du coup, est dans la blessure d'injustice, c'est pareil, hein, ça en fait un vrai yang. Mais pas un yang du point de vue guerrier, un yang du point de vue révolté, c'est-à-dire, excusez-moi, pas un yang du point de vue leader, mais un yang du point de vue révolté, c'est-à-dire vraiment tout le temps dans la tentative d'affronter les choses, de se battre. Je connais des personnes dans mon entourage, parce que je suis quand même dans un milieu qui est un petit peu anarchiste, il ne faut pas trop que je le dise, je connais des personnes dans mon entourage qui sont vraiment dans la révolte perpétuelle contre le système et dans l'affrontement total tout le temps. On va faire des grèves, on va faire des. Et des fois, je les regarde et je dis moi, je crois que j'ai envie de rester dans mon lit en fait aujourd'hui. Ah ouais, mais du coup, t'as pas de couilles. Ah, excuse-moi, non, on parle pas.
C'est juste que là, j'ai pas envie de me battre, en fait, aujourd'hui. J'ai peut-être envie d'autre chose que de me battre. Et donc, si je surinvestis mon yang du point de vue blessure d'injustice, effectivement, je peux devenir insupportable pour les autres. Alors, vous voyez que l'humiliation et l'abandon, c'est peut-être plus des blessures qui vont m'amener à un comportement yin. Par exemple, l'abandon, ça fait de moi quelqu'un qui est très fédérateur, qui est très empathique, qui est très dans la tentative de créer des liens, de nouer des relations, qui est tout le temps, Lise Bourbeau, elle dit, celui qui est le dépendant, il est tout le temps en train de demander l'avis des gens tout le temps, il pose des questions sur Internet, il fait des sondages, il appelle les gens à 3 heures du mat, t'en penses quoi, qu'est-ce que je devrais faire? C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'accueil et la réceptivité. Vu que j'arrive pas à m'en sortir tout seul, ben, aide-moi et j'accueille tout ce que tu peux m'apporter. Donc, il est vraiment très yin comme personne. Et puis, pareil, celui qui est dans la blessure d'humiliation, il est très yin, je dirais, par déjà son côté bon vivant, à accueillir les choses, à aimer la bonne chair, à aimer la bonne musique, à vraiment être dans cette sensibilité, cette sensualité sensorielle, émotionnelle. Et puis, donc, dans sa générosité aussi, quelqu'un qui est vraiment très accueillant. Et alors, donc, très yin. Et alors, le fuyant, je me suis posé la question et j'en suis venu à me dire que même s'il a un côté yin assez marqué, qui est lié à sa fuite perpétuelle, et donc au niveau de la morphologie, quelqu'un qui est souvent très mince et très, même, je dirais pas, c'est pas féminin en fait. C'est plus euh, pas dans l'action vraiment. Et en même temps, c'est quelqu'un qui peut développer de grands talents artistiques et donc qui peut être très créatif. Et donc ça, c'est un côté aussi yin et yang, vous voyez, cette créativité qui va amener à une grande maîtrise. Et donc, je ne savais pas trop quoi en dire. Donc, je vous avoue, comme ça, je l'ai mis en gris. C'est-à-dire, en gros, lui, il n'est pas plus yin ou plus yang. Mais ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que ce qu'on appelle le féminin ou le masculin dans notre société ou notre manière un peu binaire d'envisager les choses, c'est peut-être bien parfois des surinvestissements de stratégies qui visent à réparer des besoins en moi et de le faire de manière un peu excessive et disproportionnée. Et ça donne des gens qui vont être très yin ou très yang. Un mec peut-être peut avoir surinvesti sa dimension yin ou une fille surinvesti sa dimension yang. Ça va dépendre aussi peut-être de ses blessures. Et donc, l'idée pour moi, ce serait peut-être de chercher à équilibrer ça. Quand je suis conscient, par exemple, que une de mes stratégies favorites, c'est la fuite, ben, je vais peut-être essayer d'aller travailler l'accueil au lieu de la fuite. Pas l'affrontement directement. Vous voyez, c'est chaud de dire à quelqu'un qui est dans la fuite, vas-y, affronte. Non, je ne peux pas, je n'ai pas les armes. Ok, donc comment on peut faire pour aller accueillir ce qui se passe? Et peut-être pour aller avant tout t'accueillir toi-même, pour aller accueillir cette part de toi qui n'a pas été visiblement reconnue par tes parents et qui du coup ben, a donné cette stratégie de fuite. Essaye d'aller la retrouver, d'aller la nourrir, d'aller la chérir. Et puis, essaye aussi peut-être de t'affirmer par ta présence plus qu'en fuyant, mais en restant là où tu es. Et donc, c'est plutôt, vous voyez, quelque chose qui serait un peu plus yang, mais quoique, je ne sais pas trop, en tout cas, c'est accueil version yin et affirmation version yang de soi. Donc, cela, c'est plus complexe pour moi, la blessure de rejet. Quelqu'un qui est dans la dépendance, blessure d'abandon, c'est pas très compliqué de l'engager à travailler son autonomie, son initiative personnelle, donc son pouvoir de décision. Vous vous rappelez, dans le yang, il y avait décision, pouvoir de décision. Peut-être que cette décision, tu peux ne pas la remettre au jugement des autres, mais la prendre toi-même. Tu veux le faire en tirant un pile ou face? Vas-y, c'est OK, mais prends la décision. Vraiment, affirme-toi de cette manière-là. Donc, quelque chose de yang de ce point de vue-là. Quelqu'un qui est très rigide dans ses principes, donc très yang, très révolté contre les injustices, on peut essayer de l'amener à travailler la souplesse, la flexibilité, voire à retrouver sa sensibilité, caché derrière la carapace, caché derrière la cuirasse du guerrier. Si tu allais contacter ça, peut-être que ça ferait super mal. C'est pour ça, parce que tu es ultra sensible, que tu as revêtu cette armure, et peut-être que ça te donnerait beaucoup plus de finesse et de souplesse dans ta perspective morale. Parce que tes principes moraux rigides, à un moment donné, franchement, ça va bien. Peut-être que tu peux y mettre un peu plus de fluidité. Le despote, celui qui est dans le contrôle absolu,
qui est très yang de ce point de vue-là, vous pouvez l'amener à essayer de travailler, pas facile, hein, le lâcher prise, la confiance. Le fait, à un moment donné, lâcher prise, c'est vraiment. Moi, j'arrive pas, mes épaules, vous voyez, elles sont figées dans cette position-là. Mais c'est vraiment, les épaules m'en tombent. C'est OK, de ce point de vue-là, j'accepte de m'en remettre à quelque chose qui ne dépend pas de moi. Ah non, non, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Si, si, vraiment, essaye, fais confiance. Et essaye d'abandonner ton pouvoir d'action à quelque chose qui peut-être même te transcende, te dépasse. Tu sais quoi, tu as déjà essayé de prier? Allez, essaye de prier un peu. Comment ça, à prier? Mais c'est à toi, je veux dire, déjà, Dieu n'existe pas. Et puis ensuite, on n'a jamais essayé de savoir que par soi-même. Ok, je comprends, mais si tu essaies de faire confiance un peu plus à ce qui t'entoure, aux êtres qui t'entourent, vous voyez, c'est vraiment pas évident, hein, mais essayer de yiniser, j'aurais envie de dire, mon côté yang, forcené. Et puis le masochisme, du coup, qui est plutôt yin, on va essayer de l'amener à travailler sur sa liberté, sur sa responsabilité, sur le fait que oui, il peut initier l'action. Oui, il est capable de faire ça. Oui, il n'a pas besoin de demander la protection. Oui, il a l'autorisation. Souvent, c'est des gens qui vont vous dire, je ne sais pas si je suis autorisé. Je ne sais pas si on m'a donné l'autorisation. En fait, je vais me sentir coupable si je fais ça. Et là, vous voyez, alors si on est un peu excessif, moi je dirais un gros coup de pied au cul. Bien sûr que tu peux faire ça. Allez, vas-y, essaye, puis tu verras ce que ça donne. Tiens, moi, je te donne l'autorisation. Mais t'es qui, toi, pour me donner l'autorisation? Et vu que tu me la demandes, ben, je te la donne, mais tu pourrais la prendre si tu voulais, hein. Donc, je suis dans la caricature là. Mais c'est vraiment l'idée de, vas-y, la plus grande peur de celui qui a la blessure d'humiliation, dit Lise Bourbeau, c'est la liberté. Et en même temps, c'est son souhait le plus fort, puisque c'est le besoin, l'autonomie qui n'a pas été nourrie chez lui. C'est ça qu'il a très peur aussi. Il a très peur d'aller contacter ça. Du coup, je suis presque à ma conclusion. Si je fais un premier petit bilan, je me rends compte que la seule chose que j'ai à faire, et c'est énorme au niveau du travail, si je veux aller restaurer mon intégrité psychique et morale, mon intégrité émotionnelle, mon intégrité physiologique, c'est d'essayer d'aller chercher cette part que j'ai exilée. Albert Schwartz dit c'est un exilé. Vous lui avez fermé la porte au nez, d'aller le chercher avec toute ma bienveillance et de l'accueillir en nouveau en moi. Et en général, cette chose-là, cette personne-là, ma part sensible, par exemple, elle exprime un besoin qui n'a pas été nourri et que je peux essayer d'aller contacter pour le nourrir d'une manière ou d'une autre. Si jamais je ramène cette part de moi et que je l'accueille dans ma salle de conf, non plus en lui disant tu fais chier, tu fous le bordel, visiblement, tu n'es pas le bienvenu dans la famille, tu vois bien, on n'arrête pas de te critiquer pour cette part de toi, donc barre-toi. Et si, en fait, tu as le droit d'exister au sein de moi-même, même si tu m'apportes plein de choses. Le fait que tu sois parti, ça m'a permis de développer des stratégies, c'est assez cool, je les garde. Je suis un bon ami, je suis un épicurien, je suis un révolté dans la vie, mais peut-être que tu peux m'aider par ta simple présence à rééquilibrer le truc. Parce que là, mon yang, il était un peu trop disproportionné par l'effet de ma blessure de trahison. Donc, reviens un petit peu, s'il te plaît. Et comme ça, ensemble, on pourra faire quelque chose de plus équilibré. Ça vous paraît abstrait, peut-être que je vous dis là, mais c'est très concret dans un travail avec une personne d'aller contacter, chercher, ramener, nourrir, chérir cette part de soi qui est exilée. C'est vraiment un gros, gros travail. Et donc, je vous remets vite fait ces différentes qualités masculines que maintenant, vous pouvez ramener aussi à des blessures, pouvoir de propulsion, de décision, de transformation, de répulsion, de protection, de désir, de maîtrise. Vous voyez que toutes sont nécessaires d'une manière ou d'une autre dans mon affirmation yang, mais certaines ont peut-être été parfois surinvesties. À vous de voir lesquelles, peut-être chez vous, sont surinvesties. Ou parfois, certaines ont été sous-investies. Et si vous contactez, là je ne vais pas vous faire du tableau schématique parce que ça vous emmènerait trop loin, si vous contactez les parts de vous qui ont été surinvesties ou sous-investies dans le yang, vous pourrez retrouver certaines de vos blessures. Et vous pourrez aller contacter les besoins à la base et pouvoir essayer de les soigner. C'est-à-dire, au sens étymologique, du soin. J'en prends soin, je m'en occupe, je l'investis. Pas forcément vouloir guérir, mais vouloir soigner. Je prends soin de toi. Et pareil pour le yin. Pouvoir d'écoute, empathie, soin, intuition, jouissance,
attraction, créativité. Quels sont les domaines que j'ai surinvestis? Peut-être parce que c'était une bonne stratégie pour pouvoir recouvrir un besoin non satisfait. Quelles sont celles que j'ai sous-investies? Parce que du coup, il y avait quelque chose qui s'imposait en face dans le yang que j'ai opposé au yin à ce moment-là de mon existence et qui m'a demandé de sous-investir ça. L'empathie, c'est pas OK parce que ça m'a apporté trop de problèmes. Du coup, je sous-investis ça et je surinvestis le penchant inverse à l'insensibilité, à la souffrance d'autrui pour pouvoir me protéger. Et donc maintenant, je peux peut-être réinvestir mon pouvoir d'empathie, travailler sur mon yin de ce point de vue-là. Donc vous voyez, vous avez besoin de travailler sur votre yin. Et à quel endroit vous avez besoin de travailler sur votre yang? Jamais j'irai vous dire travaille sur ton yin. Ça ne veut rien dire. Je préférerais vous dire peut-être tu peux travailler sur tel ou tel ou tel aspect qui effectivement est du côté yin, mais en fait, en vrai, on s'en fout, qui a été oublié chez toi et qui peut permettre de te rééquilibrer dans tes deux pôles. Ça donne la conclusion suivante. Et après, vous me couchez. Première chose, pour moi, travailler sur masculin sacré, et donc j'aurais bien eu envie de le dire sur Facebook à ceux qui me disaient encore une conférence sur le masculinisme forcené et la puissance virile dans toute sa splendeur. Mais je ne pouvais pas leur écrire le commentaire, je n'allais pas leur faire la conférence. C'est pas ça, travailler son masculin sacré. C'est pas travailler son yang, c'est travailler son équilibre. Équilibre coloré par le fait que je suis un homme, mais équilibre tout de même. Et puis du coup, cet équilibre, pour moi, ce n'est pas une chose qui est la même pour tous. On n'a pas tous le même équilibre. Du coup, on peut accepter que certaines personnes soient plus, si je devais le dire grossièrement, même si c'est une grosse caricature binaire, plus féminin que d'autres, d'autres plus masculins que d'autres. Mais certains ont plus développé des stratégies liées à certaines blessures. C'est ça, en fait, la vérité. Du coup, l'équilibre dépend des blessures de chacun et il dépend des besoins qui sont pas satisfaits et des stratégies, des masques que j'ai mises. Et cet équilibre, c'est ça qui souvent le tord dans un sens ou dans un autre. Donc, je peux être, oui, j'ai le droit d'être un garçon très yin, et on n'ira pas dire que tu n'as pas développé ta masculinité sacrée, toi. J'ai le droit d'être une femme très yang, portée sur l'action, sur la désobéissance civile, et on ne pourra pas aller me dire, ouais, ok, tu es un garçon manqué, toi. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que mes ressources, elles dépendent de mes blessures et qu'elles sont là par rapport à ce que j'ai vécu. Et c'est intéressant de voir quelle couleur ça a pris chez moi. Et puis enfin, pour finir, travailler sur mes blessures, pour moi, c'est avant tout comprendre et accueillir ces ressources, essayer de les équilibrer, essayer d'éviter leur côté pathologique, leur côté excessif, parce que le pathologique, c'est toujours l'excès de quelque chose qui est une qualité fondamentale dans ma vie. Et donc, travailler son équilibre yin-yang, mais surtout travailler son équilibre intérieur, le cercle restauratif intérieur, de vraiment voir si toutes les parts de moi, elles ont été reconnues, elles ont été entendues. Ou s'il n'y en a pas une qui est en train de chialer dans le couloir, parce que du coup, je n'autorise pas l'entrée dans la salle de cours. Et ça, c'est aussi une grosse partie du travail en cercle de parole, ou du travail en philothérapie, ou du travail en respiration holotropique, ou du travail en constellation familiale, autant d'outils pour aller chercher ça. Est-ce que c'est la fin? Non. Eh bien, oui et non, parce qu'il reste à vous montrer que maintenant qu'on a fait la théorie, il nous reste la pratique, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie à un moment donné de chercher à contacter ces différentes blessures, de chercher à conscientiser mes différentes ressources, est-ce que j'ai envie d'en parler avec d'autres hommes, parce que mon idée, vous avez compris, c'est de faire des cercles d'hommes. Peut-être je ferai bientôt des cercles mixtes, très envie, mais pour l'instant, ce que ça donne à chaque fois que je fais des cercles mixtes, ou pas à chaque fois, je mens, ou des stages, c'est qu'il y a 15% d'hommes. Alors le dernier, d'ailleurs, Cyril, tu es bien placé pour le savoir, il était parité totale, génial. Mais franchement, c'était exceptionnel. Celui d'avant, il n'y avait que des femmes. J'ai décidé de faire des cercles d'hommes pour qu'il y ait vraiment cette possibilité offerte aux hommes de se trouver face aux hommes. Et parfois, c'est un gros challenge. Pour moi, ça a été un gros challenge quand j'ai commencé les cercles de parole d'hommes. Me retrouver seul face aux hommes. Et ok, coucou. Ouais, bon.
c'est pas évident, mais c'est super intéressant. Donc là, vous avez les prochains stages. Je vous enverrai un lien si vous avez envie d'y participer. Les prochains stages. Alors, ça devait être sur Grenoble, mais malheureusement, ça ne sera pas sur Grenoble parce que il y a un couvre-feu, je crois, ces temps-ci. Et il y a des chances qu'on ne puisse pas vraiment, à moins qu'on choisisse de faire une réunion secrète. Ça pourrait être sympa aussi, un peu en mode ésotérique. Réunion secrète, où on serait masqué. Mais ça, je plaisanterie, ce sera plutôt sur Internet, vu le contexte actuel. Voilà, 5 soirées. Je vous redonnerai tous les dates et le lien si vous avez envie d'y participer. Voilà, mais vous avez aussi la possibilité de travailler avec la respiration. C'est vraiment un truc que j'adore. La respiration holotropique, la respiration profonde, la respiration dynamique, plein de manières d'être en travail sur la respiration ou avec les constellations. Je vous dis que je travaille avec Sophie, ma chérie, qui elle est accordeuse familiale, elle fait des constellations familiales et systémiques. Et voilà. Et puis les prochaines conférences, celle à laquelle je vous invite, c'est celle de mars. Non, ouais, si non, c'est en mars. Ouais, c'est en mars. Prendre soin de l'amour. Parce qu'on reparlera de ça, toutes les questions d'amour. Prendre soin de l'amour, c'est prendre soin de soi dans la relation à l'autre. Et voilà, c'est aussi une manière de travailler sur soi, de travailler dans la relation. Voilà, je vais maintenant vous redonner la parole. Plaf, plaf. Du coup, je vais mettre mon. Est-ce que je peux enlever mon écran? Comment je fais? Je fais comme ça. Ah. Ouais, on est 6 survivants. Ah, Euh, si vous voulez rallumer vos micros, vous pouvez. Si vous voulez me poser des questions ou témoigner, vous pouvez. L'espace est ouvert. moi, j'ai bien commencé. Yes. Oui, ça m'a parlé quand tu as parlé de la blessure de rejet, dans le fait de toujours fuir. Enfin, je sais pas si on peut en parler maintenant ou si on en parlera plus tard, en fait. J'ai envie de te dire, pour t'embêter un peu, Cyril, ne fuis pas. C'est vrai. Non, fais En fait, comme tu le sens. Si tu as envie de témoigner d'un truc, tu peux. Et je couperai au montage. Et si tu as envie d'en témoigner plus tard, fais comme tu le sens. ok, non, mais ça me gêne pas que tu peux le laisser au montage, ouais. Oui, non, en fait, je suis tellement allé loin dans la fuite que j'ai voulu me suicider, en fait. Enfin, j'ai l'impression que ça c'est. Enfin, du coup, ça m'a fait penser à ça, en fait. Enfin, et donc, à chaque fois que j'avais un problème, que j'avais une difficulté face à quelqu'un, bah, du coup, je partais. Et du coup, j'affrontais pas. Et du coup, en fait, et ça me renvoie à toutes les émotions désagréables qui existent, en fait, que j'ai niées, en fait. Surtout la colère, quoi. Enfin, que Hmm. j'ai tout concentré contre moi, en fait. Ouais. Tu vois, vu que les choses sont jamais d'une seule couleur, c'est ça que j'aime bien vous montrer après avoir caricaturé les choses dans des petites cases. Dans ce que tu me dis, je sens la blessure de rejet. Et dans ce que tu me dis, je sens la blessure d'injustice qui est très forte, liée à ta sensibilité et à ta colère. Et dans ce que tu me dis, je sens aussi la blessure d'humiliation. J'ai juste envie de te dire, Cyril, que effectivement, parfois la tentative de suicide, ça peut être une stratégie de fuite, mais parfois ça peut être aussi une stratégie de courage. Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont dans la fuite en permanence et donc dans le suicide en permanence parce qu'en réalité, ils ne vivent pas leur vie. C'est un petit suicide que tous les jours, ne pas assumer Mm. ce que j'ai assumé et d'être dans la fuite. Mais sans avoir parfois le courage aussi de se suicider. Et je le clame haut et fort, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, se suicider, c'est aussi parfois un acte de courage, même si c'est une fuite. C'est aussi, Mm. je fais le pas. Et j'ai rencontré, si tu veux, dans mon existence, il y a quelques années, lors d'une conférence, c'était il y a peut-être 6 ou 7 ans, quelqu'un qui voulait se suicider et, Mm. euh, et qui était venu à Mâcon. C'était une conférence sur la mort, donc il n'était pas venu pour rien. Et en fait, il attendait 2 mois, visiblement, l'autorisation de se suicider parce qu'il avait l'impression qu'il n'avait pas l'autorisation, qu'il allait blesser toute sa famille si jamais il en finissait avec ses jours, qu'il allait faire Mm. plein de dégâts.
Et je lui ai dit ce qu'il attendait en plein milieu de la conf. Je lui ai dit, mais saisis l'autorisation. Si tu as envie de te suicider, tu es le seul juge. C'est toi qui peux te faire. Donc la décision, elle te revient. Et arrête de faire peser dans ta décision tous ces éléments extérieurs parce qu'en réalité, ça te plombe. Et cette personne-là, peut-être un mois ou deux après, a fait une tentative de suicide. Alors, c'était une tentative de suicide qui n'a pas réussi pour plein de raisons, mais on en a rediscuté longuement ensuite parce que je l'ai accompagné pendant pas mal de temps et on a essayé de voir tout ce qui se jouait là derrière et il avait réussi à s'autoriser à un moment donné. Tu vois le truc? Le suicide n'avait pas été une fuite chez lui, ça avait été une autorisation. Je vous emmerde, je m'autorise à me suicider. Waouh, quel pas! Ouais, ce que tu me dis, ça me fait penser à des propos de Françoise Dolto que j'avais vu. J'avais récupéré un DVD à la bibliothèque sur elle, où elle disait en fait à un enfant je sais plus c'était quoi, oui, qui voulait se suicider en fait. Enfin, elle l'accueillait ce qu'il disait en fait. Elle lui disait pas non, faut pas quoi. Enfin, et après ça avait permis à l'enfant de passer outre, enfin, de dépasser ça en fait, alors que parce qu'il était accepté enfin, dans toute sa souffrance quoi, au lieu de qu'en plus on continue à nier sa souffrance. Mais carrément, Cyril, exactement. Parce que si jamais je suis blessé dans la non-reconnaissance de ma personne et qu'en plus, je ne peux même pas être reconnu dans l'idée que je puisse me suicider et qu'on ne reconnaisse même pas ça, qu'on me nie même la possibilité de me suicider, je suis vraiment un mort vivant, quoi. C'est-à-dire, je ne suis pas reconnu, je vivote, je fuis en permanence et je ne peux même pas m'affirmer de cette manière-là et donc je suis un zombie. Et c'est pas cool, hein, c'est clair. Du coup, à un moment donné, peut-être ça peut être aussi une affirmation. Je ne suis pas en train de vous dire de vous suicider, hein, qu'on soit clair. Je suis juste en train de vous dire que les choses sont jamais l'une ou l'autre, quoi. Il y a vraiment du courage et aussi de la fuite dans le suicide. Mais du coup, ce à quoi enfin, ça me fait penser aussi, c'est que, enfin, et ce à quoi j'arrive actuellement là, par rapport à l'analyse que je fais, et en fait, c'est que bon, mes parents, ils ont nié ma colère, quoi. Enfin, euh, comment dire, ouais. Comme par exemple, quand je demande à ma mère comment j'étais enfant, elle me disait, t'étais gentil. Puis c'est hyper réducteur en fait. Ça, bon, bah, peut-être que j'étais gentil, mais bon, enfin, pour moi, je trouve ça réducteur en fait. Enfin, c'est cool d'être gentil, mais on n'est pas que gentil, quoi. C'est un peu. Ah, ouais, des fois, quand on dit t'es gentil, ça veut dire t'étais bien sage au fond de ton lit euh, et tu faisais pas chier le monde, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Effectivement, Ah, on en voit. même temps, je me permets, en même temps, tu as toujours l'air d'être gentil, en tout cas. C'est pas une critique, mais je veux dire, voilà, ta personne de ta personne semble émaner aussi de la gentillesse, quoi. Donc, bon, voilà, c'est pas Tu réponds. forcément négatif, Merci, mais merci, Cyril. Ouais, je suis trop gentil. Euh, pour reprendre ce que je vous disais, la gentillesse peut être une sacrée qualité. Ça dépend de ce qu'on appelle être gentil. Vous savez, cet adage de, comment il s'appelle j'ai encore moins de neurones tout à l'heure. Soyez vrai, ne soyez pas gentil, soyez vrai. Ah oui, oui. J'ai vu le bouquin de et, quelqu'un. comment il s'appelle Ce gars. Bref, vous irez faire une recherche Google. Des fois, ouais. la gentillesse peut être confondue, notamment au regard des autres, avec l'acceptation de tout, avec l'absence de pose de limites. Ça, c'est pas vraiment de la gentillesse, c'est de la connerie. Mais, ça peut passer pour de la gentillesse. Et parfois, la gentillesse, ce sourire qui est sur ton visage, par exemple, Cyril, euh, Ouais. ce rayonnement qu'on peut avoir parfois et qui attire les autres à nous, eh ben oui, c'est aussi super important de pouvoir dire ça vient de quelque part. Je l'ai mis en place comme stratégie relationnelle, mais je peux m'en servir aussi comme une qualité maintenant. Je suis pas obligé de faire la gueule tout le temps, quoi. Si je fais... Mais je suis pas obligé de faire la gueule. Il y a des gens qui font la gueule tout le temps, c'est insupportable.
Ouais. Ouais, mais ouais. Mm. Alors, je vais juste me permettre parce que je vais vous faire coucou parce que du coup, je suis venu en cours de route. Je pensais que c'était 20h et en fait, je suis arrivé du coup aux alentours de 20h. C'était très intéressant. Moi, ça fait un peu psychopathe parce que je me retrouvais un peu dans tous les, un peu dans tous les types de blessures, quoi. Mais bon, après, voilà, du coup, j'imagine qu'il y a un peu d'équilibre aussi dans tout ça. Et puis, ben, je vais vous faire coucou parce qu'il faut que j'y aille, mais sûrement, je participerai à l'éventuelle prochaine session, quoi. Avec plaisir. Le fait, Matt, c'est Mathieu. Oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Moi, c'est pas Matt, c'est Grégory, parce qu'en fait, c'est mon fils Mathis qui a dû utiliser mon PC pour la dernière fois avec le Zoom. Donc voilà, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait ce truc-là. Donc moi, c'est Grégory en fait. C'est bien, comme ça tu restes anonyme. Ouais. Tu vois, Cyril, par exemple, il a choisi le soleil pour pouvoir rester anonyme là. Euh, Excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème, Cyril. C'était sympa aussi. Ça faisait un peu EMI. Non, mais j'avais- Euh, non, t'es pas psychopathe, Grégory. T'es humain. Et du coup, j'ai pu voir dans le hochement de tête de Florian que on est tous concernés par ces blessures, C'est évidemment. sûr, hein. C'est pour ça que moi, j'aime pas, je vais vous l'avouer, et je vous le dirai pas, hein. Euh, Ce qu'on fait sur les 5 blessures me semble d'un côté caricatural. Si jamais l'idée, c'est de dresser un profil psychologique de la personne et ouais, t'as cette blessure-là. En fait, non, ça sert à rien. L'idée, c'est de voir qu'est-ce que j'ai emprunté de telle ou telle blessure que j'ai eu à traverser dans ma vie et comment j'en suis ressorti et comment aujourd'hui je m'en sors par rapport à ça. Et comment demain je peux intégrer un peu plus certains aspects. Donc, aller chercher que oui, effectivement, je vous donne un exemple. Je réponds un peu à ce que disait Cyril tout à l'heure par rapport à la blessure de rejet. Moi, effectivement, ma maman a toujours dit que j'étais très gentil, contrairement à mon frère qui était un chieur fini. Et le grand frère. Et c'est OK, c'est normal. Je veux dire, quand je suis arrivé, déjà, il ne fallait pas trop que j'ouvre ma bouche, vu que mon frère était tellement chieur que moi, il aurait fait voir comme un ange. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, ce que tu connais, quand je demande des fois à mes parents comment je me comportais quand j'étais gamin, je me rappelle une fois, ma mère m'a dit ah, c'est simple, hein, tout petit, tu étais dans ton lit à barreaux et tu te balançais. En fait, quand on y pense, ouais, c'est lui qui se balance comme ça. Et c'est une caractéristique autistique. Et pour ma mère, c'était une qualité. Forcément. Excuse-moi, Patrick. Du coup, peut-être ça vous parle. Euh, c'est de voir que je veux pas me mettre dans la catégorie rejeté. Je suis multi-blessé. Mais je comprends en moi comment la caractéristique de la blessure de rejet s'est exprimée par mon comportement. Et je comprends toutes les situations de fuite que j'ai mis en place dans ma vie. Et ça me fait du bien de pouvoir mettre des mots là-dessus et de pouvoir ensuite voir qu'est-ce que j'ai développé aussi comme monde intérieur incroyable et qui m'aide aujourd'hui dans les livres que j'écris, par exemple, de manière. J'adore ça, quoi. Mais pour être un être humain équilibré, il faut aussi que j'équilibre avec d'autres choses. Donc, c'est pour ça que les blessures, c'est intéressant juste comme des points de départ pour pouvoir investir sa vie de manière plus équilibrée. Ouais, non, c'est intéressant. Enfin, moi, le sujet, ça me parle. J'ai lu le bouquin hein, de Les 5 blessures et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et ouais, c'est une approche qui me plaît aussi. Ouais. Bon, bah, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à une prochaine fois. Yes, Hugues, Merci, salut. Ciao. Salut Matt, Bonne Grégory. soirée. Bonne soirée. est-ce que Elcio, je suis en attente? Est-ce qu'il existe? Aïe, aïe. En fait, il était en attente depuis tout à l'heure. Ah mince.
Il a dû quitter à un moment donné la salle. On va voir s'il est toujours derrière son micro. Ça serait quand même une sacrée qualité de détermination. Bon, est-ce que Max ou Florian, vous avez envie de réagir? Non, mais ça va. Vas-y. Moi, j'ai rien de transcendant à dire non plus. Je savais pas ce que je venais écouter. J'ai pas regardé ça. Je suis simplement venu parce que je me suis dit que ça allait être intéressant. Et c'est le cas. Merci, merci pour l'invitation. C'est des choses que j'avais peut-être vues un petit peu et qui voilà, tu peux y passer comme d'habitude ta vie, je pense, sans problème. Puis même quand tu vas avoir commencé à bosser sur un truc, ben, en fait, ça aura fait bouger un autre curseur et puis en fait, il va falloir que tu retournes de l'autre côté. Puis là, tu vas avoir un troisième. Et c'est passionnant. Après, moi, je me suis, comme Monsieur Grégory, on a un nouvel invité. Comme Matt Grégory, je me suis retrouvé absolument partout. Et dans trois surtout, où forcément ça résonne encore plus qu'ailleurs. Mais comme quoi, ouais, voilà, tu peux passer, de toute façon, tu vas passer ta vie là-dessus, quoi. Et c'est très bien d'avoir en tête, ne serait-ce que de visualiser, de mettre des mots et tout, ça c'est hyper intéressant et chouette. Merci pour ça, ouais. Ok. Alors, effectivement, ah oui, Elcio est revenu du coup. Il est revenu sous le. Elcio, tu nous entends? Oui. Ok, je suis vraiment désolé, Elcio. J'ai l'impression que tu as dû être exclu de la salle de conférence assez longtemps. Non, en fait, non. Je suis dans deux endroits différents. Ok, je t'entends pas très bien, hein, mais ok. Le truc, c'est que maintenant j'ai un écho. C'est un peu difficile de. Pas de souci, Elcio. Problème technique, merde. Pas de souci. De toute manière, tu pourras revisionner la conf, je te la balancerai l'enregistrement. Pour te répondre, Florian, moi, ce que j'aime bien, effectivement, tu sais, quand on fait un profil psychologique et que du coup, partout, c'est l'appel à un circle song. C'est-à-dire que c'est le moment de la fin. C'est le moment de la fin. Ok. C'est intéressant. Je le prends comme une manière de me signifier. C'est bon, ta gueule. Voilà, dis là. Juste arrêter. Je peux dire, Florian, que moi, c'est intéressant de pouvoir non pas seulement me reconnaître partout, mais reconnaître quelle part de moi réagit de quelle manière à quelle blessure et donc quelle part de moi se reconnaissent dans tel ou tel profil psychologique. Parce que vraiment, voilà, je vous l'ai dit et je vous le redis une dernière fois, quand il est reconnu dans toutes ses parts, c'est tout sauf de la schizophrénie. C'est ce qui m'évite de devenir schizophrène. Me sentir reconnu dans toutes mes parts. Et donc, ça ne fait pas de moi un psychopathe, ça ne fait pas de moi un schizophrène, ça fait de moi ce qu'on appelle un être vivant, humain. Et c'est génial, quoi. Vraiment une multiplicité. Hop là. Yes. Est-ce que Mac, tu avais envie de poser une question ou de dire quelque chose? Non, ça va, merci beaucoup. Okay. Je crois que Max, j'avais déjà vu ton adresse mail, on avait déjà communiqué. Oui, tout à fait. Tu es inscrit sur les cercles d'octobre? Oui, c'est ça. Ok. Bon, et je vous tiendrai au courant du coup de comment ça va se dérouler. On a encore un peu le temps parce que je crois que le tout premier cercle, c'est fin février. Mais je crois. Mais je vous tiendrai au courant, on pourra en reparler. Ok. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Je vous souhaite de dormir comme un yin et de vous réveiller comme un yang. Juste pour savoir, normalement, tu dis que tu avais une trentaine d'inscrits, c'est ça? Et tu pensais qu'on serait 15? Ouais, exactement. J'ai une trentaine d'inscrits.
Et alors, il y a eu un bug dans la matrice ce soir, je pense. Le problème, c'est que j'ai dû changer d'ordi au dernier moment. Et comme d'hab, il y a tout le temps des gens qui, au dernier moment, me disent qu'ils ont perdu le lien. Pourtant, je vous l'ai envoyé 3 fois. Hein. Ouais, je sais bien. Hein. On est bien placé pour ça. Et donc là, et en plus de ça, j'ai pas pu accepter parce qu'en général, il y a une personne toutes les 5 minutes pendant 1 heure qui arrive. Et du coup, là, j'ai pas pu l'accepter. Du coup, j'ai dû faire plein de frustrés, mais c'est comme ça. C'est OK. D'accord. Ça marche. Ouais. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième, je vais vous la lâcher avant de partir, c'est de dire ouais, mais quand même, les mecs, c'est vraiment des lâches. Ah, je préfère ne pas penser ça. En tout cas, il y a moyen de le formuler autrement. Ouais, de manière plus CNV. Non, mais pardon. Et je vous dis à bientôt, d'une manière ou d'une autre. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Salut.